Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de La Marche du Mort de Larry McMurtry, lu par Stéphane Cornicard. Première partie. Chapitre 1. Matilda Jane Roberts était nue comme au premier jour. Surnommée la Great Western à travers tout le sud du Texas, elle émergea du Rio Grande boueux en tenant par la queue une grosse tortue serpentine. Matilda était presque aussi large que le petit Mustang maigrichon mexicain que Gus McCrae et Woodrow Cole essayaient de débourrer. Cole tenait la jument par les oreilles et attendait que Gus lance la selle sur le dos étroit de l'animal, mais le lancer tardait. Quand Cole jeta un coup d'œil en direction du fleuve et qu'il vit la Great Western dans toute sa nudité replète, il comprit la raison de ce retard. Le jeune Gus McCrae était d'une nature facile à déconcentrer. La vue d'une putain de 90 kilos nue qui brandissait une énorme tortue serpentine avait mobilisé toute son attention, ainsi que celle du reste de la troupe des Rangers. « Vise-moi ça, Woodrow, dit Gus. Matty porte cette vieille tortue comme elle porterait un panier de pêche. »« Je peux pas regarder, » répondit Cole. « Je risque de lâcher prise et de me prendre un coup de sabot, et j'en ai ma claque des coups de sabot. » La jument, aussi petite soit-elle, avait déjà manifesté sa volonté de mordre et de ruer. Cole savait que s'il s'avisait de desserrer son entrainte autour des oreilles, même légèrement, il était certain de se prendre un coup de sabot, ou de dent, voire les deux. Long Bill Coleman, qui se prélassait contre sa selle à quelques mètres de l'endroit où les deux jeunes Rangers se démenaient avec le petit Mustang, regardait Matilda approcher avec une certaine appréhension. Il ne s'était écoulé qu'une heure depuis le petit déjeuner, mais il était déjà ivre. Long Bill, dans son ivresse, avait l'impression que la Great Western marchait droit sur lui avec sa prise furieuse à la main. Peut-être comptait-elle employer la tortue comme une arme, du moins c'était ce qu'il supposait. Matilda Roberts détestait les dettes et assénait sa rancune librement, sans limite de temps. Bill avait conscience de ses arriérés considérables, résultat d'une lubricité inassouvissable doublée d'une déveine récurrente aux cartes. Il n'avait actuellement pas le moindre cent en poche et il n'en gagnerait sans doute pas dans les jours ni même dans les semaines à venir. Si Matilda, quelque peu capricieuse, décidait de lui réclamer ses dettes, son seul recours serait la fuite. Sauf que Long Bill n'était pas en état de courir et, de toute façon, aucun endroit alentour n'offrait la moindre possibilité de refuge. Les Rangers avaient établi leur campement sur les rives du Rio Grande, à l'ouest de la rivière calcaire du Pecos. Ils se trouvaient à près de 500 kilomètres de toute habitation civilisée, et le terrain qui les séparait d'une éventuelle ville n'avait rien d'hospitalier. « C'est quand le prochain jour de solde, Major ?» demanda Long Bill en décrochant un regard à son supérieur, le Major Randall Chevali. « Cette bonne femme fait mine de vouloir me lancer la tortue, » ajouta-t-il, dans l'espoir que le Major Chevali émette un ordre ou quelque chose de ce goût-là. Billy le savait, certains militaires refusaient que les putains approchent à moins de 30 mètres de leur campement, même celles qui n'étaient pas armées de tortues serpentines. Le major Chevali n'avait passé que 3 semaines à West Point. Il était parti, trouvant les cours ennuyeux et la discipline fastidieuse. Il s'était cependant octroyé le grade de major à la suite d'un violent accrochage à Baltimore, où il avait décidé que la vie civile apportait à un homme tant de contraintes légales qu'elle ne valait pas la peine d'être vécue. Randall Chevali s'était caché à bord d'un navire qui l'avait mené jusqu'à Galveston. Après avoir débarqué dans le port humide et sablonneux, il s'était autoproclamé major, et il était resté major depuis. À l'exception des 2 jeunes Rangers qui tentaient de sceller la jument mexicaine, le reste de la troupe était ivre, après une incursion malencontreuse la veille en territoire mexicain. Mus par l'ennui, ils avaient franchi le Rio Grande et avaient presque aussitôt capturé un attelage tiré par un âne contenant quelques boisseaux de maïs sec et 2 grandes cruches de mescal, une liqueur si puissante qu'elle avait aussitôt eu raison de plusieurs Rangers. Ils n'avaient pas consommé d'alcool depuis plus d'1 mois et avaient ingurgité le mescal comme de l'eau. À vrai dire, il avait bien meilleur goût que n'importe quelle eau bue depuis leur traversée de la rivière Pecos. Sauf que le mescal n'était pas de l'eau. 2 hommes en perdirent temporairement la vue. D'autres furent tourmentés par des hallucinations de torture et de démembrement.
Même sans l'effet du mescal, il n'était pas difficile d'avoir de telles visions par ces temps troublés. Il suffisait de songer à l'inconscience du malheureux muletier qu'ils avaient capturé avec son chariot. Les Rangers ne lui voulaient aucun mal, du moins pas trop, mais il avait fui à la vue des gringos et n'était pas encore hors de portée qu'il était tombé entre les mains des Comanches ou des Apaches. Impossible de deviner, malgré ses cris, quelle tribu le torturait. Il ne savait qu'une chose. Seuls 3 guerriers lui causaient des tourments. Bigfoot Wallace, le célèbre éclaireur, était revenu au terme d'une longue inspection alentour, et il avait rapporté avoir repéré la piste de 3 guerriers, pas davantage. Les empreintes partaient en direction de la rivière. Plusieurs rangers doutaient des propos de Bigfoot, car le Mexicain n'aurait pas crié plus fort s'il avait été torturé par 50 hommes. Ces hurlements avaient rendu leur sommeil difficile et court par-dessus le marché. La Great Western n'avait pas gagné le moindre cent de toute la nuit. Seul le jeune Gus McCrae, dont l'appétit pour la fornication n'autorisait aucun entracte, avait abordé Mathilda. Mais bien entendu, le jeune McCrae était sans le sou et Mathilda n'était pas d'humeur à faire crédit. « Tu ferais mieux de lâcher un peu la jument, » prévint Gus. « Mathy arrive avec une grosse tortue. Je ne sais pas ce qu'elle compte faire avec. »« Je peux pas la lâcher, » répondit Cole. Mais il le fit néanmoins et sauta de côté juste à temps pour éviter ses sabots antérieurs. De toute évidence, Gus n'avait aucune intention d'essayer de sceller la jument, pas dans l'immédiat du moins. Quand il y avait une putain nue à reluquer, Gus était peu enclin à faire quoi que ce soit d'autre que reluquer la putain. « Major, et pour le jour de solde alors ?» demanda à nouveau Long Bill. Le major Chevalier arqua un sourcil dans la direction de Long Bill Coleman, un homme réputé pour sa paresse consciencieuse. « Eh bien, Bill, le courrier n'est pas régulier dans la région du Pecos, » expliqua le major. « On n'a pas vu de chariot postal depuis qu'on a quitté San Antonio. »« Cette putain qui se balade avec une foutue tortue, là, elle veut être payée sur le champ, » avança Johnny Carthage, le borgne. « C'est la première fois que je vois une putain assez courageuse pour attraper une vieille tortue dans le Rio Grande, » ajouta Bob Bascom. Il trouvait peu convenable de la part du major d'autoriser Mathilda Roberts à les accompagner dans leur expédition. Comment aurait-il pu l'en empêcher, à part l'arme au poing, difficile à dire. Mathilda s'était simplement jointe à eux à leur départ. Elle montait un grand cheval gris du nom de Tom, qui avait rapidement maigri lorsqu'ils avaient quitté les vallées fertiles. Mathilda ne craignait pas les Indiens. Elle ne craignait rien en particulier, d'après ce qu'en savait Bob Bascom. Elle se servait à l'envi dans les rations des Rangers et menait ses affaires sur une paillasse qu'elle déroulait derrière un buisson quand il y en avait. Bob devait bien admettre qu'avoir une putain dans les parages était pratique, mais il considérait la situation fort peu convenable, bien qu'il ne soit pas inconscient au point de partager son opinion à haute voix. Le major Randall Chevalier était d'humeur changeante. La rumeur voulait qu'il ait, en quelques occasions, perpétré des exécutions sommaires, incarnant à lui seul le rôle du peloton. Il avait souvent le pistolet à la main, et, si ses ordres étaient irréguliers ou incohérents, sa précision de tir, elle, ne l'était pas. Il avait abattu à 2 reprises une antilope d'un coup de pistolet. La plupart des Rangers étaient incapables d'atteindre une antilope en pleine course avec leur fusil, ni même avec une mitrailleuse Gatling. « Cette putain n'a pas pêché la tortue dans l'eau, » fit remarquer Longbill. « J'ai vu la bestiole endormie sur un rocher quand je suis allé nettoyer la gerbe sur mes vêtements. Elle s'est contentée de s'approcher en douce et de l'accueillir sur le caillou. Regardez comment elle claque du bec. Elle l'a foutu sacrément en rogne. » La tortue étirait le cou à gauche et à droite, mâchoire claquante. Mais Mathilda Roberts la tenait à bout de bras et la mâchoire ne happait que de l'air. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Gus à Cole. « Je ne sais pas ce qui va se passer, » répondit-il, quelque peu énervé par son ami. Tôt ou tard, il faudrait bien retenter de sceller la jument, une entreprise risquée. « Elle veut peut-être la faire cuire, » avança Cole. « J'ai entendu dire que des esclaves mangeaient de la tortue, » ajouta Gus. « Je crois bien qu'ils les mangent dans l'État du Mississippi. »« Ouais, ben j'en mangerai pas, moi, » l'informa Cole. « J'aimerais bien sceller cette jument si t'es pas trop occupé pour m'aider. » La jument s'était retranchée sous un petit bosquet de mesquite. Elle s'énervait de plus en plus, ruait et se débattait. « Voyons d'abord ce que va faire Mathilda, » dit Gus.
On a toute la journée pour dresser les chevaux. Très bien, mais ce sera à toi de la prendre par les oreilles, ce coup-ci, lâcha Cole. Je me chargerai de la selle. Mathilda balança son bras une ou deux fois et jeta la grosse tortue vers un groupe de rangers. Les gars nettoyaient leurs armes et se plaignaient de leur migraine. Ils se dispersèrent comme des cailles en voyant la tortue fendre l'air. Elle tourna 2 fois sur elle-même et atterrit sur la carapace, à 1 mètre à peine du feu de camp. Bigfoot Wallace y était accroupi. Il venait de se verser une tasse de café. C'était de la chicorée, mais au moins elle était noire. Bigfoot ne prêta aucune attention à la tortue. Mattie Roberts s'était toujours montrée plutôt excentrique. Si elle avait envie de balancer des tortues serpentines, ça la regardait. Il était préoccupé par des sujets bien plus pressants, notamment l'identité des 3 guerriers qui avaient torturé le Mexicain jusqu'à ce que mort s'en suive. Quelques heures après avoir découvert leur piste, il s'était assoupi, et dans un rêve étrange, il avait vu des Indiens. Buffalo Hump montait un cheval pommelé. Gomez marchait à ses côtés. Buffalo Hump était le Comanche le plus cruel jamais connu, et Gomez le plus cruel des Apaches. Qu'un tueur Comanche et un tueur Apache voyagent ensemble dans son rêve était fort désagréable. Jamais encore, dans son souvenir, il n'avait fait un rêve aussi improbable. Il avait l'intuition qu'il fallait peut-être en toucher 2 mots au major Chevali, mais en cet instant, le major était déconcentré par Mathilda Roberts et sa tortue. « Bonjour, mademoiselle Roberts, c'est votre nouvel animal de compagnie ?» s'enquit le major à l'approche de Mathilda. « Non, c'est le petit déjeuner. La tortue, c'est bien meilleur que le bacon. Quelqu'un pourrait me prêter une chemise? J'ai laissé la mienne près de la paillasse. » Elle était allée nue à la rivière, car elle avait envie de se laver dans l'eau froide. Il n'y avait pas assez de fond pour qu'on puisse y nager, mais Mathilda s'était bien débarbouillée. La vieille tortue était là, apparaissait sur une pierre à côté d'elle, alors elle l'avait attrapée. La moitié des rangers avaient déjà peur de Mathilda. Certains étaient même si effrayés qu'ils osaient à peine la regarder, avec ou sans vêtements. Le major n'avait pas peur d'elle, ni Bigfoot, ni le jeune Gus. Les autres, d'après elle, étaient incompétents. Le genre de gars qui risquait de contracter des dettes auprès d'elle et de se faire tuer avant de les avoir acquittées. Elle avait lancé la tortue dans leur direction afin de leur faire savoir qu'elle s'attendait à une attitude honnête de leur part. Se promener nue ne faisait pas de mal non plus. Elle était forte et ça lui plaisait. Elle pouvait assommer la plupart des hommes d'un coup de poing, si nécessaire, ce qu'il était parfois. Elle rêvait d'aller en Californie et de posséder un joli bordel, raison pour laquelle elle s'était jointe à la première troupe de rangers en partance vers l'ouest. C'était une petite troupe minable, composée d'ivrognes et de vagabonds indolents, pour la plupart. Mais elle les avait tout de même rejoints, et elle essayait d'en tirer parti du mieux qu'elle pouvait. Sa seule autre possibilité, poireauter au Texas, vieillir et ne jamais posséder de jolis bordels en Californie. À sa demande, plusieurs rangers retirèrent aussitôt leur chemise, mais Bigfoot Wallace ne fit aucun geste pour proposer la sienne, et sa chemise était pourtant la seule assez large pour couvrir en grande partie le buste de Mattie Roberts. « Crois que tu vas devoir arrêter de te balader à poil, Mattie ?» fit-il remarquer en sirotant sa chicorée. « Et pourquoi donc? Je suis pas contre donner un aperçu de la marchandise à mes clients, » dit Mathilda en déclinant plusieurs chemises tendues. Bigfoot fit un geste du menton en direction du nord, où un halo sombre à l'horizon contrastait avec le soleil éclatant. « Il y a une de ces tempêtes du nord qui va nous siffler aux oreilles, » l'informa-t-il. « D'ici une petite heure, tu vas avoir des stalactites au téton si tu les couvres pas. »« J'aurais pas besoin de les couvrir si l'un de vous était assez riche pour me les réchauffer, » rétorqua Mathilda. Mais elle remarqua en effet que l'horizon au nord avait pris une teinte bleu foncé. Plusieurs rangers le notèrent également et entreprirent d'enfiler leurs sous-vêtements longs ainsi que tout autre habit nécessaire quand un norther, un vent du nord sec et froid, soufflait. Bigfoot Wallace était connu pour son excellente connaissance du climat. Même Mathilda le respectait. Elle marcha jusqu'à sa paillasse où elle enfila une salopette de forgeron, reçue en contrepartie d'une passe rapide à Fredericksburg. Elle possédait une capote élimée, achetée quelques années plus tôt en Pennsylvanie, et elle la revêtit aussi. Un norther pouvait aspirer la chaleur en peu de temps, même par une journée ensoleillée. « Bon, je dirais donc qu'on a gagné une tortue, » lança le major Chevali en se levant.
J'imagine que le Mexicain est mort. J'entends plus grand-chose de l'autre côté de la rivière. S'il a de la chance, il est mort, répondit Bigfoot. Il n'y avait que 3 Indiens. Des Comanches, je pense. Je doute qu'il faille plus d'une nuit à 3 Comanches pour découper un Mexicain. À ce moment, Josh Corn et Ezekiel Moody revenaient au campement depuis le sommet des dunes où ils montaient la garde. Josh Corn était un homme de petite taille, presque 2 fois plus petit que son ami. Ils furent surpris de voir une grosse tortue serpentine fendre l'air de ses pattes, à environ une longueur de bras de la cafetière. « Pourquoi tout le monde s'habille? Va y avoir un défilé ?» demanda Josh, remarquant que plusieurs rangers enfilaient leurs vêtements. « Le Mexicain, là, il avait aucun moyen de se tuer, nota Bob Bascom. Il n'avait pas de pistolet. »« Non, mais il avait un couteau, » lui rappela Bigfoot. « Un couteau, ça fait l'affaire, si on sait où couper. »« Et où est-ce qu'on coupe? Je me le demande, » dit Gus en laissant brusquement Cole se charger seul du Mustang mexicain. Il était désormais ranger dans ce territoire hostile de la frontière, et il devait ingurgiter autant d'informations techniques que possible sur les méthodes de suicide, au cas où il tomberait aux mains d'un ennemi tortionnaire. « Aucun Comanche sera assez rapide pour te recoudre la jugulaire, si tu la tranches en 2 ou 3 endroits, » expliqua Bigfoot. Comprenant que plusieurs rangers étaient inexpérimentés en la matière, il allongea son long cou et posa le doigt à l'endroit où trancher. « Juste ici, » dit-il. « On peut même y planter une grosse épine de mesquite ou frapper avec une bouteille cassée si on n'a pas de couteau. » Long Bill Coleman se sentit un peu mal, en partie à cause du mescal, en partie à l'idée d'être obligé de se planter une épine dans la gorge pour échapper aux tortures Comanches. « Moi, si j'ai le temps, je me tire une balle dans la tête, » rétorqua Long Bill. « Eh bien, même ça peut mal tourner, » l'informa Bigfoot. Quand il était lancé dans ses explications, il n'aimait pas être interrompu. Bigfoot estimait être un homme pratique à l'excès. Si l'on devait se supprimer à la hâte, autant savoir exactement comment s'y prendre. « Allez pas vous coller un flingue dans la bouche, à moins qu'il s'agisse d'un fusil, » conseilla-t-il, remarquant que Long Bill virait au vert. Il ne devait pas supporter l'eau calcaire. « Pourquoi? C'est difficile de rater sa propre tête avec un canon dans la bouche, » commenta Ezekiel Moody. « Non, c'est pas difficile, » dit Bigfoot. « La balle peut ricocher sur un os et vous ressortir par l'oreille. Vous seriez encore en bonne santé, assez pour qu'on vous torture pendant 1 semaine. Appuyez le canon contre votre œil et tirez. Ça, c'est imparable. Votre cervelle vous giclera à l'arrière du crâne. Si une squaw vient vous mâchonner les couilles et la quéquette, vous remarquerez rien. » « Mon Dieu, quelle conversation réjouissante, » dit le major Chevalier. « J'aimerais bien que Mathilda nous débarrasse de cette tortue. »« Je voudrais retourner jeter un œil à leurs empreintes, » ajouta Bigfoot. « La nuit était presque tombée quand je les ai vues. Un autre coup d'œil, ça ferait pas de mal. »« Ça pourrait faire mal si les Comanches qui ont chopé le Mexicain te mettaient la main dessus, » fit remarquer Josh Corn. « Oh, ces gars sont déjà à mi-chemin entre ici et le Brazos, à l'heure qu'il est, » dit Bigfoot, alors que Mathilda revenait près du feu de camp. Elle s'accroupit près de la tortue et la regarda s'agiter, son large visage baigné d'une expression satisfaite. Elle tenait une hachette dans une main et un couteau Bowie dans l'autre. « Ces tortues-là, elles te lâchent plus une fois qu'elles t'ont chopé, » dit Ezekiel. Mathilda Roberts ignora ce lieu commun. Elle empoigna la tortue par la tête, lui ferma la mâchoire et entreprit de lui cisailler le cou avec le petit couteau Bowie. Les membres du groupe l'observèrent, même Cole. Plusieurs d'entre eux avaient passé leur vie à parcourir la frontière. Ils se considéraient comme des hommes d'expérience, mais aucun n'avait jamais encore vu une putain décapiter une tortue serpentine. Le regard vitreux, Blackie Slidwell observait Mathilda frapper le cou de la tortue. Le mescal lui avait fait perdre la vue plusieurs heures durant. D'ailleurs, elle était encore incertaine. Blackie avait une tache de naissance incongrue. Son oreille droite était d'un noir de charbon, d'où son surnom. Bien qu'il ne voie pas très bien, il n'en était pas moins perturbé par la remarque de Bigfoot sur les habitudes de mastication des squaws Comanches. Voilà longtemps qu'il avait entendu parler de ces choses-là, bien sûr, mais il les avait toujours considérées comme des rumeurs infondées. Bigfoot Wallace était cependant la figure d'autorité en matière de coutumes indiennes. Son commentaire ne pouvait être pris à la légère, même si tout le monde regardait Mathilda trancher la tête de sa tortue. « Bon Dieu, si on voit des Indiens, faudra qu'on tue toutes les squaws, » dit Blackie d'un ton indigné. « Elles n'ont aucune raison de se comporter de la sorte. »
Oh, on a déjà vu pire, commenta Bigfoot avec désinvolture, non sans noter que le sang de la tortue semblait vert, si les tortues avaient du sang. Une sorte de liquide verdâtre goûtait de la blessure infligée par Mathilda, qui peinait apparemment à couper le cou de la tortue. Elle lui fit tourner la tête 2 ou 3 fois, en espérant lui tordre le cou comme à un poulet, mais il ne pivota qu'un peu, à la manière d'une épaisse corde noire. « Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de pire que de se faire arracher la quéquette à coups de dents? Oh, les voir tirer un bout de tes intestins et l'accrocher à un chien, répondit Bigfoot, en se versant une autre chicorée. Après ça, ils poursuivent le chien à travers le campement, jusqu'à ce que tu aies 15 mètres d'intestins déroulés devant toi. Et les gamins viennent les manger. Les manger? Demanda Longbill. Ben oui, dit Bigfoot. Les gamins Comanches mangent les entrailles comme les nôtres mangent des bonbons. Piu. Heureusement que j'avais pas trop faim ce matin, commenta le major Chevali. Des conversations comme celle-ci retourneraient un estomac délicat. Ou alors, ils t'enfoncent un bâton dans le fondement et ils y foutent le feu. Comme ça, tes intestins sont cuits à point quand ils les arrachent, expliqua Bigfoot. C'est quoi un fondement? Il n'avait eu qu'1 an d'instruction scolaire et n'avait jamais croisé ce terme dans son livre d'orthographe. Il conservait son livre dans sa sacoche de sel et s'y référait de temps à autre s'il avait un doute quant à un mot ou à une lettre. Bob Bascom s'esclaffa, amusé par l'ignorance du jeune homme. « C'est un trou dans ton corps, et c'est ni ton nez, ni ta bouche, ni tes foutues oreilles, dit Bob. Je l'aurais déjà mise au pas, moi, cette jument. » Le reproche atteignit Cole comme une gifle. Il savait qu'ils avaient été trop négligents avec la jument, qui était effectivement allée se retrancher sous le petit arbre. Elle tremblait, mais n'irait pas loin. Aussi lança-t-il la selle et la maintint-il en place, tandis qu'elle faisait quelques écarts. Mathilda Roberts se démenait encore à la tâche, mais ne renonçait pas. Les premières rafales de la tempête éparpillèrent les cendres du feu. Le major Chevali venait de s'accroupir pour remplir à nouveau sa tasse. Son café fut bientôt agrémenté d'une bonne pincée de sable. Quand la tête de la tortue céda enfin, Mathilda la jeta d'un geste désinvolte vers Longbill, qui sursauta, comme si elle venait de lui lancer un crottal vivant. Les yeux furieux de la tortue étaient encore ouverts, et sa mâchoire s'agitait dans un cliquetis sec. « Même avec la tête coupée, elle est encore vivante, » commenta-t-il agacé. Shadrach, le plus âgé des Rangers, un grand individu grisonnant au passé nébuleux, s'avança jusqu'à la tête de la tortue et s'accroupit pour l'examiner. Il parlait rarement, mais était de loin le tireur le plus précis de la troupe. Il possédait un beau fusil Kentucky avec une crosse en merisier, et il considérait d'un air méprisant les carabines encombrantes que les autres avaient adoptées. Shadrach ramassa une brindille de mesquite qu'il tint devant la tête de la tortue. La bouche de l'animal s'y accrocha aussitôt, sans briser le bois. Shadrach souleva la brindille et la tête attachée, et il glissa le tout dans la poche de son vieux manteau noir. Josh Corn en fut sidéré. « Mais pourquoi garder un truc pareil ?» demanda-t-il à Shadrach. Le vieil homme ne manifesta aucun intérêt pour la question. « Pourquoi garder la tête d'une vieille tortue puante ?» demanda Josh à Bigfoot Wallace. « Pourquoi Gomez mènerait-il un raid avec Buffalo Hump ?» demanda Bigfoot. « En voilà une meilleure question. » Mathilda s'était attaquée à la carapace de la tortue avec sa hachette et découpait à présent des lamelles de viande. La voir ainsi trancher la chair verte donna à nouveau la nausée à Longbill Coleman. Le jeune Cole, malgré un coup de sabot postérieur, avait réussi à fixer la selle sur le dos de la jument mexicaine. Le major Chevali sirotait son café à la cendre. Le vent du nord mordait déjà. Il n'avait pas prêté grande attention au bavardage d'ivrogne qui se déroulait autour du feu de camp, mais entre 2 gorgées de café, la question de Bigfoot le tira de sa rêverie. « Qu'est-ce que tu dis au sujet de Buffalo Hump? Je pense pas que ce vaurien puisse être dans les parages. »« Eh bien si, il pourrait, » répondit Bigfoot. « Mais qu'est-ce que tu viens de dire ?» s'enquit le major. « C'est difficile de se concentrer avec Mathilda qui découpe cette immonde tortue. »« J'ai fait un foutu rêve, » admit Bigfoot. « Dans mon rêve, Gomez lançait une attaque avec Buffalo Hump. »« Foutaise. Gomez est apache, » rétorqua le major. Bigfoot ne répondit pas. Il savait que Gomez était apache et que les apaches n'attaquaient jamais avec les Comanches. Ce n'était pas dans l'ordre des choses.
Sauf qu'il avait vraiment fait ce rêve. Si le major Chevali n'aimait pas ce qu'il entendait, il pouvait se contenter de boire son café sans broncher. La troupe resta silencieuse un moment. Rien qu'au nom des deux terribles guerriers, les Rangers songeaient aux impondérables de leur métier, qui étaient d'ailleurs nombreux. « Ça me plaît pas, cette histoire d'intestin, » dit Long Bill. « Je compte bien garder mes intestins dans mon bide si ça dérange personne. » Shadrach scellait sa monture. Il se sentait libre de quitter la troupe quand bon lui semblait, et ses absences pouvaient durer un jour ou deux. « Shad, tu t'en vas ?» demanda Bigfoot. « On s'en va tous, » répondit-il. « Il y a des Indiens au nord. Je les sens. »« Il me semble que c'est encore à moi de donner les ordres par ici, » intervint le major Chevali. « Je vois pas pourquoi tu ferais un rêve pareil, Wallace. Pourquoi ces deux démons se mettraient à attaquer ensemble? »« J'ai déjà fait des rêves prémonitoires, » dit Bigfoot. « Et Shad a raison pour les Indiens. Je les sens, moi aussi. »« Comment ça? Où est-ce qu'ils sont ?» demanda le major Chevali, tandis que le vent du nord les frappait avec force. Un mouvement de dispersion générale s'esquissa en direction des armes et d'un abri. L'inquiétude eut raison de l'estomac pesant de Long Bill Coleman. Il empoigna sa carabine, mais dut aussitôt se plier en deux pour vomir, avant d'avoir pu se mettre à l'abri. Le vent froid fit tournoyer une poussière blanche à travers le campement. La plupart des Rangers avaient battu en retraite, derrière de petites dunes de sable ou des buissons de chaparral. Seule Mathilda n'avait pas réagi. Elle disposait encore des lamelles de chair verte au-dessus du feu. Les premières crépitaient et suintaient déjà. Le vieux Shadrach enfourcha sa monture et galopa vers le nord, son long fusil en travers de la selle. Bigfoot Wallace attrapa son arme et disparut dans les buissons de sauge. « Qu'est-ce qu'on fait de la jument, Gus ?» demanda Cole. Il avait rejoint les Rangers à peine 6 semaines plus tôt. Le vrai problème dans ce métier, c'est qu'il était presque impossible d'obtenir des ordres précis en période critique. Il avait enfin réussi à sceller la jument mexicaine, et voilà que tout le monde était tapi derrière les dunes, l'arme au poing. Même Gus avait pris sa vieille carabine et s'était caché. Le major Chevali essayait de détacher son cheval, mais il était malhabile, et la tâche était lente. « Les gars, venez m'aider !» s'écria-t-il. À voir la réaction hâtive de Shadrach et de Bigfoot, les deux hommes les plus aguerris de la troupe, il en avait conclu que le campement était sur le point d'être pris d'assaut. Gus et Cole accoururent à son secours. Le vent était si glacial que Gus jugea capital de fermer le dernier bouton de son col de chemise. « Foutu vent !» cria le major. Pendant le petit déjeuner, il avait relu une lettre de sa chère femme, Jane. Il l'avait déjà lue une 20aine de fois, mais c'était la seule qu'il avait sur lui, et il l'aimait vraiment, sa charmante Jane. Quand la conversation sur Gomez et Buffalo Hump avait commencé, il avait négligemment fourré la lettre dans la poche de son manteau, et voilà que le vent sifflant l'avait emporté. C'était une longue lettre. Sa chère Jane était prodigue en détails pour narrer son quotidien en Virginie, et plusieurs pages s'envolaient déjà en direction du Mexique. « Hé les gars, allez récupérer ma lettre !» lança le major. « Je peux pas me permettre de perdre cette lettre. Je vais terminer de sceller mon cheval. » Cole et Gus laissèrent le major installer la selle sur son grand alezan et se lancèrent à la poursuite de la lettre, dont certaines feuilles avaient déjà parcouru une bonne distance. Ils regardaient régulièrement par-dessus leur épaule, certains de voir les Indiens attaquer. Cole n'avait pas eu le temps d'attraper sa carabine. Il n'avait qu'un pistolet sur lui. Obnubilé par ses efforts pour sceller la jument, il avait eu peine à suivre les propos sur la torture et le suicide. Cole aimait faire les choses correctement, et il avait désormais des doutes quant à la façon correcte de se supprimer s'il venait à être cerné par les Comanches. « Comment il a dit qu'il faut faire, Bigfoot, pour se faire sauter la cervelle ?» demanda-t-il à Gus, son ami dégingandé. Gus avait récupéré 4 pages de la longue lettre. Cole en avait 3. Gus ne semblait pas franchement préoccupé à l'idée d'être capturé par les Comanches. Son approche nonchalante de la vie pouvait s'avérer plutôt agaçante en période de conflit. « J'irais bien aider Matty à préparer sa tortue si j'étais certain d'avoir une passe gratos en échange, » dit Gus. « Gus, il y a des Indiens qui arrivent, » dit Cole. « Répète-moi ce que Bigfoot a expliqué pour se faire sauter la cervelle. La putain n'a pas besoin d'aide avec sa tortue. »« Oh, il faut se tirer une balle dans l'œil, apparemment, » répondit Gus.
Mais c'est hors de question que je fasse une chose pareille. J'ai besoin de mes 2 yeux pour reluquer les putains. Oh, j'aurais dû garder ma carabine à portée de main, lâcha Cole, agacé d'avoir négligé une procédure aussi sage. Tu vois des Indiens, toi? Non, mais je vois Josh Corn en train de chier, répondit Gus en montrant leur ami. Il était accroupi derrière un buisson de sauge, la carabine prête, tandis qu'il faisait son affaire. Il doit penser que c'est sa dernière chance de chier avant de se faire scalper, ajouta Gus. Le major Chevali sauta sur son alezan et se lança à la poursuite de Shadrach. Mais il avait à peine quitté le campement qu'il tirait sur les rines de sa monture. Cole le voyait dans la poussière tournoyante. Au nord du campement, la plaine s'était changée en un mur compact de sable. « Je me demande comment faire pour gagner un peu d'argent. J'ai vraiment besoin d'une passe, » dit Gus. Il avait tourné le dos au vent et lisait la lettre du major avec sans-gêne, ce qui stupéfia Cole. « C'est la lettre du major, » fit-il remarquer. « T'es pas censé la lire. »« Ouais, elle raconte pas grand-chose, » dit Gus en lui tendant les pages. « Je pensais qu'elle serait peut-être olé olé, mais non. »« Si j'écris une lettre un jour, je voudrais pas te surprendre en train de la lire, » dit Cole. « Tiens, je crois que Chad est de retour. » Ses yeux le piquaient, à force de scruter le paysage à travers la poussière. Des silhouettes semblaient également s'approcher du campement depuis le nord. Cole ne les distinguait pas clairement, et Gus ne paraissait pas trop s'y intéresser. Quand il commençait à penser au putain, il peinait à se concentrer sur autre chose. « Si on arrivait à capturer un Mexicain, on pourrait lui voler son argent. Il y en aurait peut-être assez pour qu'on puisse se payer quelques passes, » dit Gus, tandis qu'il retournait au campement d'un pas tranquille. Le major Chevali attendait sur son alezan et observait les alentours. 2 silhouettes avançaient à pied. Bigfoot se joignit à elles. Shadrach apparut sur son cheval à quelques mètres derrière les 2 silhouettes. Dans le campement, les rangers se relevèrent et époustèrent leurs vêtements couverts de sable. Mathilda, que la crise n'avait pas affectée, cuisait toujours sa viande de tortue. La carapace ensanglantée gisait près du feu. Cole sentit l'odeur de la chair grésillante et se rendit compte qu'il avait faim. « Eh bien, ce n'est qu'une vieille femme et un garçon, » dit-il, quand il parvint enfin à observer les 2 silhouettes qui avançaient péniblement dans la tempête de sable, encadrées par Shadrach et Bigfoot Wallace. « Mince, je doute qu'aucun d'eux n'ait la moindre pièce sur lui, » dit Gus. « Je crois qu'on va devoir traverser le fleuve en douce et choper un Mexicain tant qu'il fait encore jour. »« Attends, » dit Cole. Il avait hâte de voir les prisonniers, s'il s'agissait de prisonniers. « Je jurerais que cette vieille est aveugle, » dit Long Bill. « Le gamin la guide. » Long Bill avait raison. Un gosse d'une dizaine d'années, qui semblait davantage mexicain qu'indien, marchait d'un pas lent vers le feu de camp, menant une indienne aux cheveux blancs. Cole n'avait jamais vu un être humain qui semblât aussi âgé. Quand ils furent assez près du feu pour sentir l'odeur de viande grésillante, le garçon émit des sons étranges. Pas de mots articulés, plutôt comme un long gémissement. « Qu'est-ce qu'il veut ?» demanda Mathilda, que le son perturbait. « Oh, une tranche ou 2 de viande, j'imagine, » dit Bigfoot. « Il doit avoir faim, à coup sûr. »« Alors pourquoi qu'il ne demande pas lui-même » s'enquit Mathilda. « Il peut rien demander, Mathilda, » expliqua Bigfoot. « Pourquoi ça, il a perdu sa langue ?»« Oui, exactement. Quelqu'un la lui a coupée. » Chapitre 2. Le vent du nord soufflait plus fort, poussant le sable et la terre des grandes plaines texanes vers le Mexique. Il leur bloqua rapidement la vue à tous. À cheval, Shadrach et le major Chevali ne voyaient plus le sol. Les hommes ne distinguaient plus rien au-delà du feu de camp. Cole trouva sa carabine, mais lorsqu'il tenta de viser, il se rendit compte qu'il n'apercevait pas le bout de son canon. Le sable les meurtrissait comme de la grenaille, et il était porté par un vent froid. Les chevaux ne pouvaient s'en protéger qu'en lui tournant le dos. Les hommes également. La plupart placèrent leur selle sur leur tête, ainsi que leur couverture de sel. La carapace de tortue ensanglantée de Mathilda se remplit de sable. Le feu fut presque étouffé. Les rangers formèrent une barrière humaine au nord, afin qu'ils ne s'éteignent pas totalement. Bigfoot et Shadrach attachèrent un foulard devant leur visage. Long Bill en avait possédé un, lui aussi, mais il s'était envolé et ne fut jamais retrouvé. Mathilda abandonna sa cuisine et s'assit, dos au vent, la tête entre les genoux.
Le gamin sans langue tendit la main dans le feu mourant et en sortit 2 tranches de chair de tortue grésillante. Il en donna une à la vieille aveugle. Bien que la viande soit dure et brûlée, il engloutit la sienne en 3 bouchées. Kirker et Glanton, les chasseurs de scalps, étaient assis côte à côte, dos au vent. Ils scrutaient le brouillard de sable en étudiant le gamin et la vieille. Kirker dégaina son couteau à scalp ainsi qu'une petite pierre à aiguiser. Il essaya de cracher sur la pierre, mais le vent emporta son crachat. Kirker entreprit tout de même d'aiguiser son couteau. La vieille tourna ses yeux aveugles en direction du bruit. Elle s'adressa au garçon dans un langage que Cole n'avait encore jamais entendu. Mais le garçon, privé de langue, ne put lui répondre. Malgré les hurlements du vent, Cole entendait le crissement de la pierre, tandis que Kirker aiguisait son couteau. Gus l'entendit aussi, mais son esprit ne s'était guère éloigné de son sujet favori, les putains. « Ça doit être compliqué de baiser par un vent comme celui-là. Ta putain se remplirait de sable, et à moins de faire attention, tu finirais par t'écorcher. » Cole ignora son commentaire, qu'il jugeait crétin. « Kirker et Glanton ne sont pas des rangers. Je ne sais pas pourquoi le major les a autorisés à voyager avec la troupe. »« C'est un pays libre. Comment est-ce qu'il aurait pu les en empêcher ?» demanda Gus, bien qu'il fût obligé d'admettre que les chasseurs de scalps n'étaient pas de très bonne compagnie. Leur matériel puait le sang, et ils ne se lavaient jamais eux-mêmes. Gus était d'accord avec Mathilda. Il fallait toujours rester propre. Il se débarbouillait régulièrement, s'il y avait de l'eau à proximité. « Il aurait pu les abattre. Moi, je les aurais abattus, si j'avais le commandement de la troupe, » dit Cole. « C'est rien que des assassins de bas étage, à mon avis. » La veille, il y avait presque eu du grabuge avec Kirker et Glanton. Ils étaient arrivés à cheval depuis le sud, avec 8 scalps frais. Les scalps étaient attachés à la selle de Kirker. Un nuage de mouches bourdonnantes les entourait, bien que le sang ait séché sur la peau. La plupart des rangers gardaient leur distance avec Kirker. C'était un homme maigre, avec 3 dents espacées, qui donnait à son sourire une torsion cruelle. Glanton était plus grand et plus paresseux. Il dormait plus que quiconque dans la troupe et pouvait même s'assoupir et ronfler sur son cheval. Shadrach ne craignait ni l'un ni l'autre. Bigfoot Wallace non plus. Quand Kirker avait mis pied à terre, Shadrach et Bigfoot s'étaient approchés pour examiner les trophées. Shadrach avait tripoté un des scalps. Puis, il avait regardé Bigfoot qui avait chassé le nuage de mouches d'un geste de la main avant de renifler à plusieurs reprises les cheveux. « Des Comanches ?»« Qui a dit qu'on ne pouvait pas les sentir de loin ?» avait demandé Kirker. Il mâchonnait de la viande d'antilope séchée que Black Sam, le cuistot, avait préparée. Il s'agaçait de voir le vieux montagnard et le grand éclaireur manipuler ces nouveaux trophées. « On les a repérés tous les 8 près d'un trou d'eau, » avait expliqué Glanton. « J'en ai tué 4 et John aussi. »« C'est un foutu mensonge, » avait rétorqué Bigfoot. « 8 Comanches pourraient vous traîner au bout d'un lasso d'ici jusqu'à Santa Fe. Si vous aviez la malchance un jour d'en croiser autant d'un seul coup, on serait plus jamais obligé de supporter votre puanteur par ici. » Il avait fait un geste en direction du major Chevali, qui s'était approché d'un air gêné. Il avait dégainé son pistolet, précaution qu'il prenait toujours en sentant les ennuis arriver. Pistolet en main, un jugement décisif pouvait être délivré et délivré plus rapidement. « Ces sales chiens butent des Mexicains, Major, » avait déclaré Bigfoot. « Ils ont dû souper avec une gentille petite famille avant de les abattre et de les scalper. »« Si c'était le cas, ce serait une attitude fort peu aimable envers nos voisins, » avait commenté le major Chevali. Il avait observé les scalps sans les toucher. « C'est pas des cheveux d'Indien, ça, » avait affirmé Shadrach. « Les cheveux d'Indien, ça sent l'Indien. Ceux-là, non. C'est des cheveux de Mexicains. »« C'est des cheveux de Comanches, et vous pouvez aller au diable tous les deux, » avait rétorqué Kirker. « Si vous avez besoin d'une preuve, je peux vous la donner. » Kirker, avec ses dents espacées, portait 3 pistolets et un couteau. Et il plaçait généralement son fusil dans le creux de son coude, comme en cet instant. « Assieds-toi, Kirker. Je refuse que vous vous bagarriez avec mes éclaireurs, » avait dit le major. « Se bagarrer, bon sang, » avait dit Kirker. Il rougissait sous l'effet de la colère, et une veine bleue saillait sur l'arête de son nez. « Je vais les descendre sur place s'ils lâchent pas mes scalps tout de suite. » Les yeux de Glanton étaient mi-clos, mais il avait la main sur son pistolet.
ce que Bigfoot et Shadrach ignoraient. « Il n'y a pas de graisse, là, Major, » avait expliqué Bigfoot. « Les Indiens se graissent les cheveux. Si vous attrapez le scalp comme manche, vous aurez de la graisse jusqu'au coude. Kirker est même pas futé. Il aurait pu graisser ces cheveux-là s'il avait voulu nous mener en bateau, mais il l'a pas fait. Il est trop paresseux, j'imagine. »« Éloignez-vous des scalps, » avait lancé Kirker. « Ils sont la propriété du gouvernement maintenant, et je compte bien récupérer ma récompense. » Shadrach avait regardé le major. Il ne le trouvait pas très ferme dans son commandement, bien qu'il soit indéniablement un tireur précis. « Si un groupe de Mexicains arrive, il faudra leur livrer ces deux-là, » avait-il conseillé. « C'est pas des cheveux d'Indiens, et le pire, c'est que c'est pas non plus des cheveux d'adultes. Ces deux-là sont passés au Mexique et ils ont buté un groupe d'enfants. » Kirker s'était contenté d'afficher un sourire mauvais. « Des cheveux, c'est des cheveux. Ils sont la propriété du gouvernement, et t'es prié d'en ôter tes sales pattes. » Cole et Gus avaient patienté, persuadés de voir le major abattre Kirker, et sans doute Glanton au passage. Mais le major n'avait pas tiré. Bigfoot et Shadrach s'étaient éloignés, dégoûtés. Shadrach avait enfourché sa monture et avait traversé le fleuve, disparaissant pendant plusieurs heures. Kirker avait continué à mâchonner sa viande séchée et Glanton avait sombré dans un profond sommeil, appuyé contre son cheval. Le major Chevalier avait adressé un regard dur à Kirker. Il savait qu'il aurait dû les abattre tous les deux et les laisser en pâture aux mouches. Shadrach avait sans doute raison. Les hommes avaient tué des enfants mexicains. Les enfants mexicains étaient plus faciles à chasser que les Comanches. Mais le major n'avait pas tiré. Sa troupe était dans une position incertaine, vulnérable, susceptible d'être attaquée d'une minute à l'autre. Kirker et Glanton faisaient 2 soldats supplémentaires. Ils ajoutaient 2 armes à la maigre puissance de feu de la compagnie. S'il y avait une escarmouche sérieuse, l'un d'eux risquait d'être tué de toute façon, voire même les deux. En dernier recours, il pourrait toujours être exécuté plus tard. « Restez de ce côté du fleuve à partir de maintenant, » avait dit le major, le pistolet toujours à la main. « Si l'un de vous traverse à nouveau, je le traquerai comme un chien. » Kirker n'avait pas bronché. « On n'est pas des chiens, on est des loups. Du moins, j'en suis un. Si je m'en vais, vous me rattraperez jamais. Quant à Glanton, vous pouvez le garder. J'en ai ma claque d'écouter ses foutus ronflements. » Gus avait rapidement oublié l'incident, mais pas Cole. Il écoutait Kirker aiguiser son couteau et regrettait de ne pas avoir suffisamment d'autorité pour le descendre lui-même. D'après ce qu'il en savait, Kirker était un serpent sournois, pire qu'un serpent même. Quand on découvre un serpent entre ses draps, le plus prudent est de le tuer. Le major Chevalier avait clairement vu le serpent, mais ne l'avait pas abattu. La tempête fit rage 1 heure encore, jusqu'à ce que le campement soit entièrement couvert de sable. Quand le dernier grain fut soufflé, les hommes ne trouvèrent plus aucun des ustensiles posés négligemment alentour avant le début de la tempête. Le ciel était d'un bleu glacial. De toutes parts, la plaine n'était qu'un océan plat de sable. Seuls les sommets des buissons de sauge et de chaparral en brisaient la surface. Le Rio Grande était boueux et brun. La petite jument, encore retranchée sous l'arbre, s'enfonçait dans le sable jusqu'aux genoux. Les hommes se dénudèrent pour secouer autant de sable que possible de leurs vêtements. Mais ils continuaient à s'y insinuer, coulant de leurs cheveux dans leur col. Gus frôla une brande de mesquite et une pluie de sable s'abattit sur lui. Seule la vieille indienne et le garçon sans langue ne faisaient aucun geste pour se débarrasser du sable. Le feu avait fini par être étouffé, la vieille et l'enfant étaient encore assis à proximité, du sable accumulé dans leur dos. Ils n'avaient plus grand-chose d'humain aux yeux de Cole, comme s'ils faisaient partie intégrante du sol. Gus, d'humeur joyeuse, se décréta apte à chevaucher un cheval sauvage. Il se mit en tête de monter la jument mexicaine. « J'imagine que la tempête a dû la calmer, » dit-il à Cole. « Gus, elle n'est pas calmée du tout. » Cole avait empoigné à nouveau la jument par les oreilles et ne sentait aucun changement d'attitude. Comme prévu, la jument jeta Gus à terre dès la 2e ruade. Plusieurs rangers dévêtus éclatèrent de rire et recommencèrent à secouer leurs habits. Chapitre 3. En début d'après-midi, portant encore dans ses vêtements plus de sable qu'il ne l'aurait souhaité,
le major Chevali tenta de questionner la vieille femme et le garçon. Avant tout, il leur offrit du café et un petit biscuit dans l'espoir que cela les rende bavards. Mais le festin, pour ce qu'il valait, n'eut pas l'effet escompté, notamment parce qu'aucun homme de la troupe ne parlait comanche. Le major avait cru que Bigfoot Wallace pratiquait cette langue, mais Bigfoot nia fermement la moindre connaissance en la matière. « Bon sang, non, majeur, dit-il. J'ai développé l'habitude de rester aussi loin que possible des Comanches. Les rares que j'ai vus face à face, je leur ai tiré dessus. D'autres m'ont tiré dessus et on n'a jamais pris le temps de bavarder. » Autour du cou, la vieille femme portait une dent d'ours au bout d'une corde en peau tannée. La dent était grande comme un canif. Plusieurs hommes la considéraient avec envie. Ils auraient été heureux de posséder une dent d'ours aussi grande. « Elle devait être l'épouse d'un chef, » avança Long Bill. « Sinon, pourquoi une squaw aurait le droit d'avoir une dent de grizzly aussi jolie ?» Matilda Roberts connaissait 5 ou 6 mots de comanche. Elle les essaya auprès de la vieille, sans succès. La vieille femme restait assise à l'endroit où elle s'était postée à son arrivée au campement, adossée à une petite dune. Ses yeux larmoyants étaient rivés sur le feu de camp, ou ce qu'il en restait. Le garçon, sans langue, encore affamé, dégagea la chair de tortue enterrée sous les cendres du feu de camp et la mangea. Personne ne lui interdit. Et Matilda épousseta le sable de 2 autres morceaux qu'elle rongea à son tour. Quand il eut mangé une bonne partie de la tortue serpentine de Matilda, le garçon se ragaillardit considérablement. Il fit de son mieux pour parler, mais ne sortait de sa bouche que des gémissements et autres gargouillis. Plusieurs hommes tentèrent de s'exprimer par des gestes, mais n'obtinrent rien. « Foutu Shadrach, où est-ce qu'il est passé ?» demanda le major. « On a un prisonnier comanche et le seul type qui sait parler comanche s'en va. » À mesure que la journée s'écoulait, Gus et Cole se faisaient tour à tour éjecter par la jument. Cole parvint une fois à rester sur son dos jusqu'à la 5e ruade, la meilleure performance des 2. Les Rangers perdirent bientôt tout intérêt à regarder les gars se faire catapulter dans les airs. Quelques-uns entamèrent un jeu de cartes, d'autres s'entraînèrent au tir sur des fruits de cactus. Bigfoot Wallace se coupa les ongles d'orteil, dont certains avaient viré au noir de charbon à force de porter des chaussures trop petites. Il avait le choix entre ça ou marcher pieds nus, et dans un terrain aussi épineux que celui-ci, les pieds nus auraient été un véritable handicap. Au coucher du soleil, on confia à Cole et Gus le premier tour de garde. Ils se postèrent derrière un épais buisson de chaparral, à 500 mètres au nord du campement. Le major Chevali faisait une nouvelle tentative pour échanger avec la vieille Comanche, tandis qu'il quittait le campement. Il essayait de faire des gestes, mais la vieille le regardait d'un air absent, indifférent. « Shadrach est parti et il n'est pas revenu, » dit Cole. « Je me sens mieux quand il est dans les parages. »« Moi, je me sentirais mieux s'il y avait des putains, » commenta Gus. Pendant l'après-midi, il avait abordé Matilda Roberts une fois encore, pour être à nouveau repoussé. « J'aurais dû rester sur les bateaux des transports fluvieux, » ajouta-t-il. « Ça manque jamais de putains sur les bateaux. » Cole scrutait en direction du nord. Il se demanda s'il était possible que Shadrach et Bigfoot puissent sentir les Indiens à distance. Bien sûr, si on s'approchait assez près d'un Indien, ou de n'importe qui d'ailleurs, on pouvait sentir son odeur. Par certaines journées moites, il pouvait facilement sentir Gus ou n'importe quel autre ranger à proximité. Black Sam, le cuisinier, dégageait une odeur forte, tout comme Ézéchiel. Ce dernier ne s'était jamais lavé depuis que Cole le connaissait. Mais Bigfoot et Shadrach ne parlaient pas de crasse, ni de sueur, quand ils affirmaient sentir les Indiens. La vieille femme et le garçon s'étaient trouvés à un peu moins de 2 kilomètres de là, quand les 2 hommes les avaient soi-disant sentis. Même le meilleur éclaireur était incapable de sentir une personne à cette distance. « Il y avait peut-être plus d'Indiens là-bas quand Shad a affirmé les avoir sentis, » spécula Cole. « Il pourrait y en avoir tout un groupe, tapis dans le coin. » Gus McCrae prenait ses tours de garde bien plus à la légère que son compagnon, Woodrow Cole. Il envisageait cette période comme une occasion d'échapper aux corvées qui ne manquaient pas dans le campement. Ramasser du bois, par exemple, ou le fendre, ou graisser la selle du major. Étant donné que lui et Woodrow étaient les plus jeunes recrues dans la troupe de Rangers, on attendait naturellement d'eux qu'ils effectuent la plupart des corvées. On leur avait demandé plusieurs fois de ferrer les chevaux, bien que Black Sam, le cuistot, soit plus doué dans le rôle de maréchal ferrant.
Gus trouvait ces tâches fastidieuses. Il était convaincu d'être sur Terre pour profiter de la vie, et il n'y avait aucun plaisir à ferrer des chevaux. Les chevaux étaient des animaux lourds, et la plupart avaient tendance à s'appuyer contre lui lorsqu'ils soulevaient leurs sabots. Boire du mescal, voilà qui lui convenait davantage. D'ailleurs, il lui en restait quelques gorgées dans une petite cruche qu'il s'était appropriée. Il l'avait laissée enfouie toute la journée dans le sable, au risque qu'un ranger assoiffé ne la découvre et ne la vide jusqu'à la dernière goutte. Il possédait un sarrap en laine qu'il avait acheté à un étal de San Antonio, et il avait réussi à y cacher la cruche pour la sortir en douce du campement. Quand il la prit et en but une gorgée, Cole parut énervé. « Si le major te surprend à boire pendant ton tour de garde, il t'abattra, » dit Cole. Et c'était vrai. Le major tolérait de nombreux manquements au sein de sa troupe, mais il exigeait de ses hommes qu'ils soient sobres pendant leur garde. Il campait non loin du célèbre sentier de guerre Comanche. Les guerriers impitoyables pouvaient apparaître à tout moment du nord. La moindre inattention de la part des sentinelles risquait de mettre en péril le reste de la troupe. « Mais comment pourrait-il me surprendre ?» demanda Gus. « Il est en train d'essayer de parler à la vieille. Il faudrait qu'il vienne jusqu'ici sans bruit pour me surprendre, et il faudrait que je sois bien plus ivre que ça pour ne pas remarquer un gros bonhomme qui essaierait de se glisser ici en silence. » Le major Chevalier était effectivement gros. Il pesait 20 kilos de plus que Mathilda, qui n'était pourtant pas mince. Le major était petit, ce qui rendait sa corpulence d'autant plus évidente. Mais il n'en restait pas moins le major. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas tiré sur les chasseurs de scalp qu'il ne tirerait pas sur Gus. « Je ne crois pas que tu sois jamais monté sur un bateau de transport fluvial. Pourquoi est-ce qu'il t'embaucherait ?» demanda Cole. Dans ces moments d'énervement, il se souvenait soudain de tous les mensonges proférés par Gus. Gus McCrae n'avait pas plus d'égard pour la vérité qu'il n'en avait pour le règlement interne des Rangers. « Mais bien sûr que si, » répondit Gus. « J'étais pilote principal pendant une foutue année. Je viens du Tennessee, moi. Je sais piloter ces bateaux de rivière aussi bien que n'importe qui. De toute ma période là-bas, je me suis ensablé qu'une seule fois. » Pour tout dire, il s'était glissé à bord d'un bateau pendant 2 jours. Quand on l'avait découvert, il avait été débarqué sur un banc de boue, au large de Dubuque. Une jeune putain l'avait caché pendant 2 jours. Le capitaine l'avait vertement morigéné quand Gus avait été repéré. Peu après qu'il eut débarqué, le bateau s'était échoué. C'était l'unique élément véridique de son récit. Mais l'histoire semblait incroyable aux oreilles de son ami inexpérimenté. Woodrow Cole n'était jamais allé plus loin que la ferme miteuse de son oncle, près de Navasota. Les parents de Woodrow avaient été emportés par la variole. C'est pour cette raison qu'il avait été élevé par son oncle, un tyran qui le battait tellement que Woodrow s'était enfui dès qu'il avait été assez âgé pour prendre la route de San Antonio. Ils s'étaient rencontrés tous les deux à San Antonio. Du moins, Cole avait trouvé Gus assoupi contre le mur d'un saloon, près de la rivière. Cole travaillait pour un forgeron mexicain à l'époque. Il alimentait la forge et aidait le vieux maréchal Ferrand à ferrer les chevaux qui défilaient du matin au soir. Le Mexicain, Jesus, un vieil homme aimable qui travaillait en fredonnant des chansons tristes tout au long de la journée, lui permettait de dormir sur des sacs de clous en guise de paillasse dans une petite remise derrière la forge. C'était un travail salissant. Cole était parti se débarrasser de la suie à la rivière lorsqu'il avait remarqué le jeune Guéguingandé qui dormait à poing fermé contre le mur d'un petit saloon en adobe. Il avait d'abord pensé que l'inconnu était mort, tant son sommeil était profond. Les meurtres n'étaient pas rares dans les rues de San Antonio. Cole crut nécessaire de s'arrêter pour vérifier, car s'il était mort, il fallait le signaler. Il se trouvait que Gus était si épuisé qu'il se préoccupait peu d'être compté parmi les morts ou les vivants. Il avait voyagé dans une diligence exiguë pendant 10 jours et 9 nuits, partant de Bâton Rouge pour traverser les forêts de pins à l'est du Texas, jusqu'à San Antonio. Arrivés en ville, les autres passagers avaient décrété que Gus les avait accompagnés suffisamment longtemps. Il était dans un tel état d'hébétude qu'il n'avait pas résisté lorsqu'il l'avait fait rouler au bas du véhicule. Il ne se souvenait plus depuis combien de temps il dormait contre le saloon. Il avait l'impression d'y être depuis une semaine. Ce soir-là, Cole avait partagé sa paillasse avec Gus, et ils étaient amis depuis. Gus avait proposé qu'il s'engage chez les Texas Rangers. Cole ne se serait jamais cru digne de cet emploi.
Ce fut Gus, une fois encore, qui avait abordé sans gêne le major lorsque la rumeur qu'une troupe se formait s'était mise à circuler, non pas pour pendre les voleurs de chevaux ou les quelconques assassins qui rôdaient, mais afin de tracer une route sûre pour les diligences jusqu'à El Paso. Heureusement, le major Chevali n'était pas difficile à convaincre. Il avait jeté un coup d'œil aux deux hommes d'allure saine et les avait engagés sur le champ, pour un salaire royal de 3 $ par mois. On avait fourni à chacun monture, couverture, ainsi qu'une carabine. Le départ était immédiat. Les selles s'étaient révélées être le problème principal. Ni Gus ni Cole n'en possédaient, ni de pistolet. Le major avait fini par intercéder en leur faveur auprès d'un vieil Allemand, dans un magasin de sel et de quincaillerie dont l'arrière-boutique était pleine de pièces d'attelage en mauvais état et d'armes en tout genre, hors d'usage pour la plupart. 2 pistolets avaient été sélectionnés, des armes qui semblaient pouvoir servir une fois rafistolées, ainsi que 2 selles au cuir usé que l'Allemand avait accepté de céder à 1 $ pièce, pistolet inclus. Le major Chevali avança les 2 $ et le lendemain matin, à l'aube, il s'éloignait de San Antonio au trot en compagnie de Cole, Gus, Shadrach, Bob Bascom, Long Bill Coleman, Ezekiel Moody, Josh Corn, Johnny Carthage le Borgne, Blackie Slidell, Rip Green et Black Sam, qui menait sa cuisine, tirée par une mule. Cole n'avait jamais été aussi heureux. En une nuit, il était devenu un Texas Ranger, le plus haut statut qu'on puisse jamais atteindre. Gus, lui, était irrité devant l'absence de cérémonie à leur départ. Un chien pouilleux avait lancé quelques aboiements, mais aucun habitant n'était venu se poster en bordure des rues pour les acclamer. Gus estimait qu'un clairon aurait au moins pu sonner. « J'en aurais joué moi-même du clairon, si j'en avais eu un sous la main, » dit-il. Cole jugea la remarque idiote. Même s'ils avaient eu un clairon, et que Gus savait en jouer, qui l'écouterait, à l'exception de quelques Mexicains et d'1 ou 2 ânes? Ils pouvaient déjà s'estimer heureux d'être Rangers. À peine quelques jours plus tôt, ils n'étaient que 2 vagabonds. Bigfoot Wallace, l'éclaireur, ne les rejoignit que le lendemain. À l'heure du départ, il était en prison. Il avait apparemment jeté l'adjoint du shérif par la fenêtre du premier étage du plus grand bordel de la ville. L'adjoint souffrait d'une clavicule cassée, un problème suffisant pour inciter le shérif à emprisonner Bigfoot pendant 1 semaine. Gus McCrae, nouveau venu au Texas, n'avait encore jamais entendu parler de Bigfoot Wallace et ne voyait aucune raison d'être ébahi. Jeter l'adjoint du shérif par la fenêtre ne lui semblait pas non plus un acte particulièrement impressionnant. Par contre, s'il avait jeté le gouverneur, ça aurait été un sacré truc, dit Gus. Cole trouva le commentaire de son ami complètement absurde. Pourquoi le gouverneur se trouverait-il dans un bordel de toute façon? Bigfoot Wallace était l'éclaireur le plus respecté de toute la frontière texane. Même à Navasota, loin à l'est, tout le monde connaissait le nom et les exploits de Bigfoot. « Il paraît qu'il est allé jusqu'en Chine, » expliqua Cole. « Il connaît chaque plan d'eau du Texas, qu'il soit marécageux ou non. Et puis, c'est un tueur d'Indiens de première. » Moi, je préférerais connaître toutes les putains, dit Gus. On s'amuse bien plus avec les putains qu'avec les gouverneurs. Cole avait vu plusieurs putains dans la rue, mais n'était jamais allé demander leur service. Il était tenté, mais n'avait jamais eu assez d'argent. Gus McCrae, lui, paraissait avoir passé sa vie en compagnie de putains. S'il avait mentionné un jour avoir une mère et 3 sœurs dans le Tennessee, il préférait parler de putains. Parfois même jusqu'à l'écœurement. Cole manifestait davantage de respect envers Bigfoot Wallace. Il comptait l'observer et apprendre à son contact autant de techniques de survie que possible. Les rangers plus âgés savaient survivre en pleine nature, mais Bigfoot et Shadrach étaient clairement les 2 maîtres en la matière. Si la compagnie atteignait une fourche dans un ruisseau ou une rivière, alors que les éclaireurs étaient partis devant, le reste des hommes attendait que l'un des 2 revienne et leur indique le chemin à suivre. Le major Chevali n'était jamais allé à l'est de San Antonio. Quand ils eurent laissé les habitations derrière eux et qu'ils se furent engagés dans la région du Pecos, il confia à ses éclaireurs aguerris le soin de choisir la direction à prendre. Shadrach les entraîna vers le sud, dans un territoire désertique de sauge et de sable, où les 2 garçons se trouvaient à présent accroupis derrière un buisson de chaparral. À San Antonio,
la rumeur circulait qu'une guerre couvait contre le Mexique. Plus tôt, le major avait ordonné à sa troupe de faire feu sur le moindre Mexicain hostile. « Mieux vaut prévenir que guérir », avait-il dit, et de nombreuses têtes avaient acquiescé. Mais le seul Mexicain qu'ils avaient croisé avait été le malheureux muletier. Dans les contrées de l'Ouest, personne ne savait avec certitude où s'arrêtait le Mexique et où commençait le Texas. Le Rio Grande constituait une frontière bien pratique, mais ni le major Chevali ni personne d'autre ne la jugeait très officielle. Les Mexicains, hostiles ou non, n'étaient pas la principale préoccupation de la troupe, qui se concentrait essentiellement sur les Comanches. Cole n'en avait encore jamais vu, bien qu'au fil de leur marche, Long Bill, Rip Green et d'autres rangers lui aient affirmé que les Indiens allaient apparaître d'ici 1 heure ou 2, prêts à scalper et à torturer. « Je me demande quelle taille font les Comanches » demanda-t-il à Gus, tandis qu'il scrutait l'obscurité silencieuse au nord. « Grand comme Mathilda, d'après ce que j'ai entendu dire, » répondit Gus. « La vieille là-bas, elle n'est pas grande comme Mathilda, » fit remarquer Cole. « Elle est à peine plus grande que Rip. » Rip Green était le plus petit de la troupe, haut d'à peine 1,50 m. Il lui manquait également le pouce de la main droite, arraché alors qu'il nettoyait un pistolet qu'il avait oublié de décharger. « Oui, mais elle est vieille, Woodrow. J'imagine qu'elle s'est ratatinée. » Il avait avalé le reste du mescal et l'idée d'un long tour de garde sans alcool le rendait maussade. Au moins, il avait son sarrap. Cole n'avait pas de manteau. Il comptait s'en acheter un avec sa première solde. Il possédait 2 chemises, qu'il portait l'une sur l'autre les matins de gel, quand les épines des buissons de chaparral étaient ourlées de blanc. À cet instant, un loup hurla loin au nord, dans la direction qu'il scrutait. Un autre se joignit à lui. Puis, plus près, s'éleva le cri bref d'un coyote. « Il paraît qu'un Indien peut imiter n'importe quel son, » dit Gus. « Ils peuvent te faire croire à un loup, un coyote, une chouette ou un criquet. »« Je doute qu'un Comanche ait envie de se faire passer pour un criquet, » rétorqua Cole. « Eh bien, une sauterelle alors. Les sauterelles vrombissent. T'en fais vrombir plusieurs et ça devient difficile d'entendre autre chose. » Le loup hurla à nouveau, puis le coyote. « C'est les Indiens qui communiquent entre eux, » dit Gus. « Ils parlent en animal. »« On n'en sait rien. J'ai vu un loup rien qu'hier, et il y a pas mal de coyotes aussi dans les parages. C'est peut-être juste des animaux. »« Non, c'est pas des animaux, c'est des Comanches, » affirma Gus en se levant. « Allez, on va en descendre un. J'imagine que si on en tue 3 ou 4, le major va augmenter notre solde. » Cole trouva l'idée osée. Il se trouvait déjà à bonne distance du campement. Le feu n'était plus qu'une faible lueur derrière eux. Les nuages cachaient à présent les étoiles. Et s'ils s'aventuraient plus loin, qu'ils se faisaient capturer. Ils risquaient de subir les tortures décrites par Bigfoot. Et puis, ils avaient ordre de monter la garde, pas d'aller à la chasse aux Indiens. « J'y vais pas, moi, » dit Cole. « C'est pas ça qu'on nous a demandé de faire. »« Je doute que ce gros idiot soit un vrai major de toute façon, » répliqua Gus. Il était fébrile. Rester assis la moitié de la nuit derrière un buisson ne le tentait vraiment pas. Il y avait un sacré bout de chemin à parcourir jusqu'au premier bordel des environs, mais au moins, ils avaient peut-être des Indiens à combattre. Mieux valait une bataille que rien du tout. Sans la moindre goutte de mescal à boire, ses perspectives n'étaient pas reluisantes. Cole n'entendait pas l'appel de l'aventure. Il était encore accroupi derrière le buisson de chaparral. « Mais Gus, c'est quand même le major, » dit Cole. « T'as bien vu comment les soldats le saluaient à San Antonio. Même si c'est pas un vrai major, il nous a donné du boulot, » rappela-t-il à son ami. « On gagne 3 $ par mois. Long Bill dit qu'on aura l'occasion de se battre contre tout un tas d'Indiens avant notre retour en ville. »« Salut, moi je pars en exploration, » lança Gus. « J'ai entendu dire qu'il y avait des mines d'or dans cette région. »« Des mines d'or » lâcha Cole. « Comment tu comptes repérer une mine d'or au beau milieu de la nuit? Et qu'est-ce que tu ferais avec si t'en repérais une? T'as même pas de pelle. »« Non, mais imagine toutes les putains que je pourrais me payer si j'avais une mine d'or. Je pourrais même m'acheter un bordel tout entier. J'aurais 20 filles et elles seraient toutes jolies. Si j'avais pas envie de laisser entrer les clients, je pourrais me charger du boulot à moi tout seul. » Sur ces mots, il s'éloigna de quelques mètres. « Tu viens pas ?» demanda-t-il lorsqu'il n'entendit aucun bruit de pas derrière lui. « Non,
On m'a dit de monter la garde, pas d'aller explorer les environs, répondit Cole. Je compte donc monter la garde jusqu'à ce que mon tour d'aller dormir soit venu. Si tu t'en vas et que t'es capturé, le major va pas apprécier du tout. Et toi non plus. Oublie pas les cris du Mexicain. Gus s'éloigna. Woodrow Cole était têtu. Pourquoi perdre une nuit à discuter avec un homme têtu? Gus marcha d'un pas rapide dans la nuit froide, en direction du loup qui hurlait. Il était agacé que son ami soit si enclin à obéir aux ordres. D'après lui, être un ranger ne signifiait pas garder les rangs, et il ne comptait pas le faire. Il estima plus prudent d'armer le chien de son pistolet, au cas où il serait pris par surprise. Il avait entendu des hommes crier, tandis que des dentistes s'affairaient dans leur bouche. Mais, d'après son expérience, aucun patient n'avait hurlé moitié aussi fort que le Mexicain capturé. Après 20 minutes de progression en terrain sablonneux, Gus décida de s'arrêter et d'évaluer sa position. Il regarda en arrière pour voir s'il apercevait le feu de camp, mais la vaste plaine était sombre. Le tonnerre s'était mis à gronder, et à l'ouest, un éclair de lumière claqua. À l'arrêt, il crut entendre un bruit derrière lui, et quand il fit volte-face, il aperçut un blaireau à moins d'1 mètre. L'animal avançait nonchalamment, sans regarder où il allait. Gus ne l'abattit pas, mais lança un coup de pied dans sa direction, furieux d'avoir sursauté ainsi. C'était le genre de chose qui courait sur les nerfs d'un homme, et ça courait certainement sur les siens. Après l'intrusion du blaireau, Gus ressentit l'envie pressante de retourner à son tour de garde. Se balader seul la nuit n'apportait pas grand-chose, et que Woodrow Cole n'ait pas voulu l'accompagner l'énervait. Sur le chemin du retour, Gus essaya d'imaginer une aventure qu'il pourrait raconter à son ami afin de le rendre jaloux. Le feu de camp n'était pas encore en vue. Les Rangers étaient sans doute trop paresseux pour aller ramasser du bois, et ils l'avaient laissé mourir. Gus commençait à se demander s'il avançait dans la bonne direction. Il était difficile d'identifier des points de repère par une nuit sans étoiles, et il y avait peu de points de repère dans cette contrée désertique de toute façon. Le fleuve était bien sûr dans la direction qu'il avait prise, mais il dessinait des méandres et des courbes. S'il se fiait simplement au fleuve, il risquait de se retrouver à plusieurs kilomètres du campement. Il raterait peut-être même le petit déjeuner, ou du moins ce qu'on osait qualifier ainsi. Tandis qu'il marchait, le loup se remit à hurler. Gus décréta qu'il s'agissait sans doute d'un simple loup, finalement. L'ennui de son poste de garde l'avait poussé à imaginer un comanche. Il éprouvait une irritation certaine. Le loup l'avait déconcentré, avec ses hurlements, et voilà qu'il commençait à croire qu'il était perdu. Il avait toujours été persuadé d'avoir un excellent sens de l'orientation. Même quand on l'avait débarqué sur un banc de boue au milieu du Mississippi, il ne s'était pas perdu. Il avait marché droit vers Dubuque. Évidemment, il n'était pas difficile de trouver Dubuque. La ville était totalement visible, perchée sur son promontoire. Mais il y avait des bosquets de saules et une épaisse végétation entre le fleuve et la ville. S'il avait été ivre, il aurait pu se perdre et prendre la direction de Saint-Louis. Au lieu de ça, il avait avancé droit vers Dubuque et il avait convaincu un barman de lui servir une chope de bière. Le parcours lui avait donné soif, sur ce vieux bateau. La bière de l'Iowa avait un goût délicieux. Sauf qu'en cet instant, il n'était plus question de Mississippi ni de promontoire. Il pourrait marcher 1 mois durant dans n'importe quelle direction sans trouver la moindre ville de taille de Dubuque, ni de barman prêt à lui verser une chope de bière, pour la simple raison qu'il était arrivé et le lui avait demandé. Il ne possédait ses armes que depuis 3 semaines, et jusqu'à présent, il n'avait encore jamais atteint les cibles qu'il visait, même s'il était presque certain d'avoir touché un dindon sauvage en bordure du fleuve Colorado. Il pourrait errer à travers tout le Texas et mourir de faim, étant donné qu'il était incapable d'abattre le gibier local. C'étaient des animaux nerveux, pour la plupart. Dans le Tennessee, les cerfs étaient presque aussi dociles que les vaches, et presque aussi gros. Il en avait tué 2 ou 3 depuis le porche à l'arrière de la vieille maison familiale, alors qu'ici, au Texas, les cerfs ne vous laissaient pas approcher à moins d'1 kilomètre. Gus s'arrêta et écouta un instant. Parfois, les Rangers chantaient la nuit. Il y avait eu quantité de danses et de cris de joie le soir où ils avaient bu du mescal. Il avait le sentiment qu'en tendant l'oreille, il saisirait des notes de l'harmonica de Josh Korn ou une autre musique.
Black Sam poussait parfois ses Negro Spirituals quand il avait le moral en berne. Sam avait une voix profonde, et on pouvait l'entendre de loin, même quand il chantait à voix basse. Quand Gus fit une halte pour écouter, la plaine alentour était plongée dans un silence complet. Elle était si silencieuse que le silence lui bourdonnait aux oreilles. Et la nuit était aussi noire qu'elle était silencieuse. Gus ne voyait rien, sauf par intermittence, à la lueur d'un bref éclair. C'était un de ces éclairs qui lui avait permis de repérer le blaireau agressif qui avait réussi à lui mettre les nerfs en plâtre. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Après tout, la nuit ne serait pas éternelle, et il ne s'était pas trop éloigné du campement. Le plus simple serait de s'emmitoufler dans son sarrap de San Antonio et de dormir quelques heures. À l'aube, il retournerait au campement en quelques minutes. S'il continuait à marcher, il risquait de s'aventurer dans le vaste néant et de ne plus retrouver son chemin. Le plus sage était donc d'attendre. Il pouvait crier et espérer que Woodrow Cole réponde, mais Woodrow s'était montré réticent à l'idée de quitter son poste de garde. Il serait peut-être tout aussi réticent à l'idée de crier en réponse. Les éclairs se rapprochaient, apportant avec eux une sorte de solution. Il pouvait se montrer patient, déterminer la direction à prendre et avancer à chaque éclair. Quelques gouttes de pluie lui mouillèrent le visage. Il devinait, au parfum de la sauge, qu'une averse s'annonçait. Il en entendait même le crépitement non loin, à l'ouest. Il s'accroupit un instant et enroula son sarrap autour de lui. S'il devait être mouillé, il était prêt. C'est alors qu'un éclair déchira le ciel. La prairie fut un instant baignée de lumière, comme en plein jour, mais Gus ne reconnut rien au paysage, pas de fleuve, ni de feu de camp, ni de buissons de chaparral, ni de Cole. Aussi rapidement qu'il s'était emmitouflé dans son sarrap et s'était préparé à l'averse, il se releva et traversa l'étendue de sauge à grande enjambée. Il comptait attendre. Attendre était l'attitude la plus raisonnable, mais un pressentiment l'avait envahi et lui intimait d'avancer. Le pressentiment lui intimait même de courir. Il se mit à trottiner et s'arrêta un instant pour abaisser le chien de son pistolet. Il ne voulait pas s'arracher le pouce, comme le jeune Rip Green. Il repartit au trot, sans vraiment courir non plus. Alors qu'il trottinait, Gus comprit peu à peu qu'il avait peur. Ce pressentiment qui l'avait envahi, qui l'avait incité à se lever et à trottiner, c'était la peur. C'était un sentiment si inattendu et inhabituel qu'il n'avait pas été en mesure de le nommer au début. Depuis sa plus tendre enfance, il avait rarement eu peur. Les planches qui craquaient dans la vieille grange familiale lui avaient évoqué des fantômes et, enfant, il avait évité ce lieu jusqu'à se faire corriger un jour pour ne pas avoir effectué ses corvées quotidiennes. Mais depuis, il n'avait presque rien vu qui l'ait effrayé. Une fois, dans l'Arkansas, il avait croisé la route d'un ours qui dévorait le cadavre d'un cheval, et il s'était un peu inquiété. Il était désarmé et bien assez raisonnable pour savoir qu'il n'était pas de taille à affronter un ours. Mais depuis qu'il avait du poil au menton, il ne s'était jamais trouvé face à quelque chose qui instille en lui une véritable peur, à l'exception de cet ours de l'Arkansas. Ce qui lui avait coupé le souffle et le faisait à présent trébucher, c'était la sensation que quelqu'un était près de lui, quelqu'un qu'il ne voyait pas. Quand il avait suggéré que le loup était en réalité un Indien, il taquinait simplement Cole. Il s'était senti fébrile, il avait envie de faire un tour. S'il découvrait une mine d'or, alors tant mieux. Il ne s'attendait pas sérieusement à devoir tuer un Indien. Il n'avait aucune envie de tomber nez à nez avec un Comanche, ni aucun autre Indien, en cet instant. C'était juste histoire de faire marcher Cole. Il n'avait jamais vu un Comanche, n'en avait pas une idée assez claire pour savoir à quoi s'attendre, mais il n'imaginait pas qu'un Comanche puisse être aussi gros ni aussi féroce qu'un ours. Le voilà qui trottinait dans l'obscurité, mu par l'impression accablante qu'il y avait quelqu'un à proximité. Et qui d'autre qu'un Comanche? Ce n'était pas Cole. Il n'aurait pas été effrayé à l'idée d'être à proximité de Cole. Il était pourtant à proximité de quelqu'un. Quelqu'un qu'il n'avait aucune envie de voir. Quelqu'un qui lui voulait du mal. Shadrach et Bigfoot affirmaient pouvoir sentir les Indiens à une distance considérable, mais lui en était incapable. Il ne sentait que la sauge humide et le désert moite. Mais le fait de ne pas pouvoir sentir les Indiens
ne l'empêchait pas d'être persuadé qu'il y avait quelqu'un dans les parages. C'était un pressentiment qui lui intimait de courir, de bouger, de fuir, bien que la nuit soit divisée en deux parties, une partie d'un noir total et l'autre illuminée de 1000 feux. La partie illuminée l'était, bien sûr, par les éclairs qui brillaient de plus en plus fréquemment et dispensaient un tel éclat sur la plaine que Gus était contraint de plisser les paupières. Et la lumière demeurait, pareille à une ligne en travers de ses yeux, quand la plaine était replongée dans la pénombre, si obscure que dans sa course, Gus trébucha sur un buisson et faillit tomber et s'enfoncer dans une parcelle de sable. Juste après le sable, et avec une régularité telle que Gus développa une nouvelle frayeur, à l'idée que le canon de son arme n'attire la foudre et qu'il soit cuit sur place. Il y avait eu des éclairs assez proches, 3 jours plus tôt, et les Rangers, surtout Bigfoot, avaient raconté des histoires d'hommes rôtis par la foudre. Parfois, d'après Bigfoot, un éclair pouvait même brûler le cheval sous le cavalier. Gus aurait été prêt à risquer de se faire cuire avec son cheval, si cela avait pu signifier qu'il avait un cheval sous lui pour avancer plus vite. Alors même que cette idée lui traversait l'esprit, un éclair puissant s'abattit à une 50aine de mètres de lui. Et dans cet instant baigné de lumière blanche, Gus aperçut cette personne qu'il craignait tant, l'Indien, avec une large bosse de muscles ou de tendons entre les épaules, une bosse si imposante que sa tête penchait légèrement en avant, comme celle d'un bison. Buffalo Hump était assis en solitaire sur une pièce de tissu. Il regardait Gus, avec sa lourde tête penchée et cette immense bosse trempée par la pluie, comme s'il l'attendait. Il n'était qu'à 3 mètres, à peine plus loin que le blaireau ne l'avait été, et ses yeux étaient de pierre. Buffalo Hump regardait Gus, et la plaine fut soudain plongée dans l'obscurité. Dans le noir, Gus courut comme il n'avait encore jamais couru de sa vie, passant devant l'endroit où l'Indien était assis. Mais Gus ne se retourna pas pour regarder en arrière. Il courut. Quelque chose lui déchira la jambe lorsqu'il frôla un buisson épineux, mais il ne ralentit pas. La ligne lumineuse persista derrière ses paupières après l'éclair, et le Comanche s'y trouvait aussi. L'immense Indien bossu, l'homme le plus craint de toute la frontière. Gus avait été si près de lui qu'il aurait presque pu lui sauter par-dessus. Pour ce qu'il en savait, Buffalo Hump était lancé à sa poursuite, déterminé à lui voler son scalp. Son seul espoir résidait dans la vitesse de sa course. Avec une telle bosse à portée, l'homme n'était sans doute pas rapide. Gus oublia tout, à l'exception de sa course. Il voulait s'éloigner de l'homme à la bosse. S'il parvenait à courir toute la nuit, alors les Rangers pourraient peut-être se réveiller et venir à son secours. Il ne savait pas s'il courait en direction du fleuve ou l'inverse. Il ne savait pas si Buffalo Hump le suivait, ni à quelle distance il se trouvait de lui. Il se contentait de courir, effrayé à l'idée de s'arrêter, de crier. Il envisagea de jeter son pistolet pour gagner un peu de vitesse, mais n'en fit rien. Il voulait pouvoir tirer s'il venait à être acculé ou capturé. Au poste de garde, derrière le buisson de Chaparral, Cole alternait entre irritation et inquiétude. Il était convaincu que son ami, qui n'aurait jamais dû quitter les lieux, était quelque part sur la plaine, désespérément perdu. Il y aurait peu d'espoir de le retrouver avant le lever du jour, et ce serait à coup sûr une entreprise humiliante. Shadrach était un excellent pisteur et parviendrait sans aucun doute à suivre le trajet de Gus, mais cela coûterait à la troupe un certain retard et des complications. Le major Chevali congédierait peut-être Gus, et même Cole, pour l'avoir laissé s'éloigner. Le major Chevali s'attendait à ce qu'on obéisse aux ordres, et Cole ne lui reprochait pas. Il tolérait quelques errements de la part des éclaireurs, c'était d'ailleurs leur boulot, mais il ne les tolérerait pas venant d'un soldat ordinaire. Quand la pluie s'était mise à tomber, Cole n'avait pas pu faire grand-chose d'autre que se recroqueviller et se faire tremper. Le buisson était trop épineux pour qu'il puisse se faufiler dessous, et il n'avait pas de manteau. Les éclairs étaient étincelants et le tonnerre puissant, mais Cole n'éprouvait aucune crainte. Les lumières brillantes lui permettaient de regarder autour de lui. Il crut déceler un mouvement. Il décréta qu'il s'agissait du loup qu'ils avaient entendu hurler plus tôt. Ce fut lors d'un nouvel éclair aveuglant qu'il aperçut Gus, lancé à pleine vitesse. La plaine fut à nouveau plongée dans une obscurité si profonde que Cole ne savait plus s'il avait vu Gus ou s'il l'avait imaginé. Gus fonçait à toutes jambes. Il courait à perdre haleine.
Cole ne pouvait qu'attendre le prochain éclair, et quand il claqua, Cole vit à nouveau Gus, plus près, et il distingua autre chose encore, le Comanche. La lumière mourut si vite que Cole crut avoir imaginé l'Indien. Dans la lueur, il avait vu la large bosse, une masse presque aussi lourde à elle seule qu'un homme ordinaire. Et pourtant, l'Indien courait vite derrière Gus, une lance à la main. Affolé, Cole tira vaguement dans la direction de l'Indien. L'obscurité s'était réinstallée avant qu'il ait eu le temps de viser. Il estima que le coup de feu pourrait peut-être au moins déstabiliser l'homme à la bosse. Dans l'éclair suivant, Buffalo Hump s'était arrêté et avait lancé son arme. Cole la voyait fendre la pluie, fendre l'air vers Gus, qui courait encore à toute vitesse, qui courait pour sauver sa vie. Cole tira une fois encore, un coup de pistolet cette fois. Gus l'entendrait peut-être et retrouverait courage, bien qu'il eût peu d'espoir. La foudre tonnait avec une telle régularité qu'il entendit à peine la détonation de sa propre arme. Cole leva sa carabine, déterminé à être prêt lorsque le prochain éclair illuminerait la prairie. Mais quand il vint, la prairie était déserte. Buffalo Hump avait disparu et les poils de Cole se dressèrent sur sa nuque. L'homme s'était volatilisé au beau milieu d'une plaine déserte. S'il courait aussi vite, il pouvait être n'importe où. Cole recula dans le buisson sans se préoccuper des épines, et il attendit. Aucun homme, pas même un Comanche, ne pourrait traverser un buisson de chaparral et l'attaquer par derrière, et certainement pas un homme portant une telle bosse sur son dos. Il se souvint de la lance dans les airs qui fendait la pluie. Il ne savait pas si elle avait atteint sa cible. Si c'était le cas, son ami Gus Macrae serait mort. Buffalo Hump s'était peut-être même rué sur lui et l'avait scalpé, ou l'avait entraîné plus loin pour le torturer. Cette dernière pensée était si atroce que Cole ne pouvait rester accroupi dans le buisson épineux. Il attendit l'éclair suivant, une attente assez longue car l'orage s'éloignait vers l'est et la foudre diminuait, puis il se dirigea vers l'endroit où il avait vu Gus pour la dernière fois. Quand l'orage se serait calmé davantage, il tirerait une fois encore. Les Rangers l'entendraient peut-être, si ce n'était pas le cas de Gus. Il viendrait l'aider à temps pour empêcher le Comanche bossu de tuer Gus ou de l'emmener au loin. Mais, tandis qu'il attendait, Cole eut le sentiment que leur aide, si elle venait, arriverait trop tard. Gus était sûrement déjà mort. Cole avait vu la lance fendre l'air. Buffalo Hump ne semblait pas du genre à lancer une arme sans qu'elle atteigne sa cible. Quand l'éclair suivant claqua, moins éclatant que les précédents, Cole vit que la plaine était toujours déserte. Il avança vers l'endroit où il avait aperçu Gus. C'était dans la direction du campement, de toute façon. Il cria son nom 2 fois, sans réponse. Les poils de sa nuque se hérissèrent à nouveau. Buffalo Hump pouvait être n'importe où. Il était peut-être tapi derrière un buisson de sauge, de chaparral, guettant dans l'obscurité qu'un ranger imprudent s'aventure près de lui. Cole n'avait pas l'intention d'être un ranger imprudent. Il comptait prendre toutes ses précautions. Mais quelles précautions pouvait-on prendre au beau milieu d'une étendue déserte en pleine nuit avec un dangereux Indien à proximité? Il regrettait de ne pas avoir eu davantage de conseils de la part de Shadrach ou de Bigfoot quant à l'attitude à adopter en pareille situation. Il s'était battu contre les Indiens des années durant, il savait quoi faire. Mais jusqu'à présent, aucun d'eux ne lui avait adressé plus de 2 mots d'affilée, et il s'agissait toujours de commentaires sur le ferrage des chevaux ou d'autres corvées. Les éclairs diminuèrent, et diminuèrent encore, tandis que l'orage se déplaçait vers l'est. Cole ne voyait pas la moindre trace de Gus, mais entre 2 éclairs, bien sûr, la plaine était plongée dans l'obscurité totale. Gus était peut-être mort et scalpé derrière un buisson de sauge ou de chaparral. Cole fit les 100 pas, un moment, dans l'espoir que Gus l'entende et l'appelle. Il était imprudent de tirer un coup de feu, décida-t-il, une autre détonation, et le major Chevalier pourrait l'accuser de gâcher des munitions. Le cœur gros, certain que son ami était mort, Cole retourna à pas lourds en direction du campement. Il avait l'impression que cette tragédie était en partie de sa faute. Il aurait dû retenir Gus par la force si nécessaire et l'obliger à rester à son poste. Il n'en avait rien fait. Gus était parti, et voilà que tout était perdu. Tandis que Cole rentrait, abattu, il se dit que Gus aurait mieux fait de le laisser tranquille chez le forgeron. Il n'en savait pas assez pour être ranger, son ami non plus,
et c'était cette ignorance qui l'avait tué. Cole était persuadé qu'il était mort. Gus avait une voix puissante, plus puissante que Black Sam. S'il n'était pas mort, il aurait fait du bruit. À cet instant, alors qu'il se noyait au plus profond de sa tristesse, Cole entendit cette voix qu'il croyait ne plus jamais entendre, celle de Gus McCrae qui criait depuis le campement. Cole courut aussi vite que possible dans cette direction. Il entra dans le campement si vite que Long Bill Coleman faillit l'abattre en le prenant pour un sauvage. Effectivement, Gus McCrae s'y trouvait, vivant, le pantalon baissé. Une lance Comanche était plantée dans sa hanche. Et s'il criait, c'était parce que Bigfoot et Shadrach essayaient de la lui retirer. Chapitre 4. La lance était si profondément enfoncée dans la hanche de Gus que même Bigfoot et Shadrach réunis ne parvenaient pas à l'en extraire. C'était une lance lourde et longue. Comment Gus avait-il réussi à parcourir tout ce chemin en courant avec cette arme pendue à sa hanche? Cole ne pouvait pas l'imaginer. Gus poussait des hurlements, tandis que les deux hommes tiraient. Rip Green essayait de le bloquer alors qu'il s'escrimait à retirer la lame. Rip à lui seul n'était pas assez fort. Bob Bascom dut lui venir en aide pour maintenir Gus. Shadrach commença à se lasser des hurlements de Gus. « T'as fini avec tes foutus beuglements » lâcha-t-il. « Tu cries tellement que tu vas attirer tous les Indiens entre ici et les Cimarron River. » « Il n'y avait qu'un seul Indien, » l'informa Cole. « Il avait une large bosse sur le dos, je l'ai vu. » À ces mots, le campement tout entier lui prêta attention. Bigfoot et Shadrach abandonnèrent leur effort sur la lance. Le major Chevali, qui scrutait l'obscurité, tourna brusquement la tête lorsque Cole mentionna la bosse. « Tu as vu Buffalo Hump ?» demanda-t-il. « C'est l'homme qui a acheté la lance, » dit Cole. « Je l'ai vu pendant un éclair. C'est à ce moment qu'il l'a lancée. Je croyais qu'il avait raté sa cible. »« Non, il l'a pas raté, » dit Bigfoot. « C'est sa lance à bison. Je suis d'ailleurs surpris qu'il l'ait abandonnée sur un gamin. »« J'aurais préféré qu'il l'abandonne pas, » dit Gus d'une voix tremblante. « Je crois qu'elle est enfoncée dans l'os de ma hanche. »« Non, elle est loin de ton foutu os, » dit Shadrach. Il s'accroupit pour observer la pointe de la lance. Puis, il chassa Bigfoot d'un geste de la main, fit pivoter légèrement l'arme et, tirant avec force, il la sortit. Gus s'évanouit. Rip et Bob avaient relâché leur prise. Avant qu'ils aient eu le temps de réagir, Gus tomba face contre terre. Bob Bascom tourna la tête pour cracher sa chique. Il avait tant de tabac dans la bouche qu'il lui arrivait d'être pris de quinte à s'en étrangler dans les moments d'action. Rip Green venait de jeter un coup d'œil à son couchage. Il était d'un naturel suspicieux et il jetait toujours un coup d'œil à son couchage pour s'assurer que personne ne lui volait rien. Rip et Bob sursautèrent quand Gus tomba tête la première. Cole aussi. Il ne pensait pas que Gus McCrae était du genre à s'évanouir. Mais du sang jaillissait de sa hanche, et il semblait y en avoir davantage plus bas sur sa jambe. « Allez, Sam !» dit le major Chevalier avec un geste en direction de son cuisinier. « C'est toi le docteur. Occupe-toi de cet homme avant qu'il se vide de son sang. »« Faut le rapprocher du feu que je puisse le recoudre, » répondit Sam. C'était un petit homme, presque de la même taille que Rip Green. Ses cheveux crépus étaient blancs. Cole était mal à l'aise en sa présence. Il avait peu d'expérience en matière de noireaux, mais il devait bien admettre que cet homme préparait une bouffe excellente et qu'il était de toute évidence un expert dans le traitement des furoncles et autres petits désagréments. Sam ramassa aussitôt une poignée de cendre près du feu de camp et l'utilisa pour arrêter le flot de sang. Il tapota la cendre sur la blessure jusqu'à ce que l'hémorragie se calme. En attendant qu'elle s'arrête, il fit passer un fil dans le chat d'une grande aiguille à repriser. Mathilda arriva à cet instant, traînant sa paillasse derrière elle. Les cris de Gus l'avaient réveillée, et elle était d'humeur incertaine. D'un coup de pied, elle balança du sable sur Long Bill Coleman sans raison apparente. Le petit Mexicain dormait encore, mais la vieille femme était assise près du feu, silencieuse et immobile. « Raccommode-moi ce gamin avant qu'il revienne à lui et qu'il se remette à beugler, » dit Shadrach. « S'il y a des Indiens dans les parages, ils savent où on est. Ce chiot a fait trop de boucan. »« Eh bien, ils auront repéré notre position avec le feu. Ils n'auront pas eu besoin des hurlements, » dit Bigfoot. Gus reprit rapidement ses esprits, assez vite pour sentir les passages de l'aiguille.
Il fallut le secours de Mathilda, de Bigfoot et de Bob Bascom pour le maintenir en place, afin qu'on recouse sa longue blessure. « Pourquoi tu m'as balancé du sable ?» demanda Long Bill à Mathilda, tandis qu'on recousait. Il était un peu vexé qu'elle ait fait preuve d'un mépris aussi flagrant. « Parce que j'avais envie de balancer du sable sur un fils de pute, » répondit Mathilda, « et c'était toi le plus proche. »« Ce gamin a de la chance, » dit Sam. « La lance a manqué l'os. »« Il a peut-être de la chance, lui, mais pas nous, » remarqua le major Chevali en faisant les 100 pas nerveux. « Ce que je ne comprends pas, c'est ce que fichait Buffalo Hump assis tout seul. »« Il était assis sur une couverture, » précisa Gus. Sam cessa enfin de le transpercer avec la grosse aiguille. Ça, et le fait qu'il était encore vivant, lui redonnait des forces. Et puis, il était rentré au campement. À présent qu'il était certain de survivre, il voulait se rendre aussi utile que possible. « J'ai couru juste sous son nez, c'est pour ça qu'il s'est lancé à ma poursuite, » dit Gus. « Il avait une bosse franchement énorme. » Gus avait envie de se détendre et de roupiller, mais ce projet fut interrompu par la vieille Comanche, qui se mit soudain à pleurer à grands cris. Le son perçant de ses sanglots fit sursauter la compagnie tout entière. « Qu'est-ce qui lui prend, la v'là qui hurle maintenant ?» dit Long Bill. Shadrach s'approcha de la vieille et lui parla en Comanche. Mais elle continua à pleurer. Shadrach attendit patiemment qu'elle arrête. « C'est une femme douée de vision, dit-il. Ma grand-mère l'était aussi. Elle poussait des cris quand elle avait une mauvaise vision, exactement comme cette pauvre vieille femme. » Cole voulait qu'elle se calme. Ses pleurs avaient un effet négatif sur tout le campement. Ses cris étaient aussi tristes que les soupirs du vent sur les plateaux désertiques, et personne n'avait envie de les entendre. Shadrach était encore accroupi près de la vieille, et s'adressait à elle dans sa langue. Le vent soufflait de petits tourbillons de sable autour d'eux. « Et alors, qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda le major Chevali. « Elle dit que Buffalo Hump va lui couper le nez. Elle était l'une des 5 épouses de son père. J'en conclus qu'elle n'a pas dû se comporter correctement. Ses semblables l'ont chassée pour qu'elle meure, et Buffalo Hump a entendu parler de l'affaire. Maintenant, il veut la retrouver et lui couper le nez. »« J'aurais pensé qu'il avait mieux à faire, » dit le major. « Elle est vieille, elle va mourir. Pourquoi perdre son temps avec son nez ?»« Parce qu'elle s'est mal comportée envers son père, » rétorqua Shadrach, avec une légère impatience. L'ignorance du major Chevali en matière de coutumes indiennes l'agaçait souvent. « Ça me plaît pas de penser qu'il rôde quelque part par ici, » dit Long Bill. « Quand il aura coupé le nez de la vieille, il aura peut-être envie de couper autre chose. Il coupera 1 ou 2 bouts de chacun d'entre nous avant d'avoir eu son compte. »« Eh bien, si ça t'inquiète à ce point, va donc le tuer, Bill, » lança Bigfoot. « C'est un bon coureur, même avec sa bosse, » les informa Gus. « Il m'a presque rattrapé, pourtant je suis rapide. » Le major Chevali continuait à faire les 100 pas, le pistolet armé. « Tout le monde en selle, on s'en va, » dit-il brusquement. « Notre position n'est plus sûre. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on s'en aille. »« Attendez un peu, » insista Shadrach. « C'est une femme de vision qui parle là. Voyons voir ce qu'elle a d'autre à dire. » Il s'approcha du feu et versa du café dans un quart en étain qu'il tendit à la vieille. Le major n'appréciait pas que Shadrach ait ignoré ses ordres, mais il le toléra. Il s'assit à côté de Mathilda, toujours d'humeur mauvaise. « Je comprends toujours pas pourquoi il perdait son temps à couper le nez d'une vieille femme, » marmonna-t-il pour lui-même. Bigfoot l'entendit. « Vous n'êtes pas Comanche, » dit Bigfoot. « Les Comanches attendent de leur épouse qu'elle reste dans le bon tipi. » Le major Chevali songea à sa chère femme, Jane. S'il n'y avait pas eu cet accrochage à Baltimore, il pourrait être chez eux, avec elle en cet instant. Ils pourraient être blottis l'un contre l'autre dans un bon lit de plumes. Combien de temps faudrait-il avant qu'ils puissent regagner leur maison en pierre, confortable, dans le comté de Loudon? Retournerait-il un jour auprès de son ardente Jane? Il se sentait abattu, très abattu. Il y avait trop de poussière au Texas. Chaque bouchée de nourriture qu'il tentait d'avaler en était couverte, quel que soit le moment de la journée. L'immense putain à côté de lui était grossière. Elle ne sentirait jamais aussi bon que Jane. Mais Mathilda était là, contrairement à Jane. Mathilda était sympathique malgré sa grossièreté. Le major était désespéré. Le grand guerrier Comanche était à portée de voix du campement. Un instant de soulagement avec Mathilda
pourrait lui être bénéfique. Mais ce n'était pas le moment de laisser penser à ses troupes qu'il n'était pas un militaire respectable. Il était déjà évident que Bigfoot et Shadrach avaient une piètre opinion de ses qualités de chef. Chevalier était un nom ancien, très respecté sur la côte Est, dans la région du Tidewater, mais à l'ouest du Pecos, il ne signifiait rien. L'habileté, c'était la seule chose qui comptait dans l'Ouest, dans ces territoires, parmi ces hommes. Dans l'Ouest, la capacité à danser la valse avec grâce n'aidait pas un homme à garder son scalp. Pour tout dire, lui-même n'avait pas une très haute opinion de ses propres qualités militaires. Au cours de ces 3 semaines, à West Point, il n'avait pas étudié grand-chose, et rien qui aborde le délicat sujet du combat contre les Comanches. Cole s'approcha de Gus et s'accroupit à ses côtés. Son ami paraissait détendu, bien qu'un peu désolé. « Je t'ai vu dans la lumière d'un éclair, » dit Cole. « J'ai vu qu'il te courait après. J'ai tiré, mais je pense pas l'avoir touché. Il te courait après à toute vitesse. »« Ouais, et il a bien failli m'avoir, » dit Gus. « Je t'avais dit de pas t'éloigner, » lui rappela Cole à voix basse. Il ne voulait pas que le major sache que Gus avait quitté son poste, même si c'était grâce à cela qu'ils avaient eu connaissance de la présence de Buffalo Hump. « J'ai pas trouvé de mine d'or, rien qu'un blaireau et un grand indien, » admit Gus. Il était assis là, sur une couverture. Qu'est-ce qu'il foutait assis là, avec tous les éclairs et l'orage? Quand Shadrach eut terminé sa conversation avec la vieille Comanche, il semblait quelque peu inquiet. « Alors, quelles nouvelles, Shad ?» lui demanda Bigfoot. Des nouvelles, Shadrach avait dû en apprendre, c'était certain. Il avait empoigné son fusil et scrutait le paysage au nord. « De mauvaises nouvelles. Pendant les jours qui viennent, faudra pas qu'on relâche notre surveillance d'un cheveu. Sinon, on n'en aura plus sur le scalp. »« Je me relâche jamais d'un cheveu, » dit Bob Bascom. Ézéchiel s'esclaffa à ces mots, et Josh Corn sourit. S'ils étaient aussi hilars, c'est parce que Bob Bascom n'avait presque plus le moindre cheveu. Il était chauve, à l'exception de quelques mèches au-dessus des oreilles. Blackie Seidel était presque aussi chauve. On l'avait déjà entendu dire que si un Indien s'avisait de le scalper, il perdrait vraiment son temps. « Ce bon vieux Buffalo Hump aurait besoin d'une loupe s'il essayait de scalper l'un de nous deux, Bob, » observa Blackie d'un ton sec. « Cette vieille femme affirme qu'une guerre se prépare, » dit Shadrach. « Eh bien, elle a peut-être des visions pour de bon, » dit le major. « Le général Scott parlait de prendre le Mexique, il paraît. »« Non, pas cette guerre-là, » dit Shadrach. « Elle parle pas d'une guerre de blancs. Elle dit que les Comanches comptent attaquer un coin du Mexique. Je pense qu'il s'agit de Chihuahua. »« Chihuahua? Les Indiens ?» s'exclama le major. « Il faudrait un sacré paquet de braves pour attaquer une ville de cette taille. »« Peut-être pas tant que ça, » dit Bigfoot. « Et pourquoi ?» demanda le major. « Les Comanches sont effrayants, » expliqua Bigfoot. « Un seul guerrier Comanche sur un petit cheval peut faire fuir tous les Blancs de plusieurs comtés à la ronde. 50 Comanches pourraient sans doute prendre la ville de Mexico s'ils s'y mettaient vraiment. »« Et la vieille, elle parle pas de 50 hommes, » ajouta Shadrach. « Elle parle d'un sacré paquet, des centaines, il me semble. »« Des centaines ?» dit le major ébahi. Personne à sa connaissance n'avait jamais affronté plusieurs centaines de Comanches. Il regarda sa troupe autour de lui, 12 hommes et une putain, et il vit que la plupart étaient si effrayés qu'ils avaient les articulations blanches à force d'agripper leurs carabines. Des centaines de Comanches réunis en un seul groupe d'attaque, voilà une image qu'aucun commandant d'armée n'avait envie d'évoquer. « Le bossu était seul, » dit Cole. Il s'exprimait rarement sans qu'on lui ait donné la parole, mais cette fois, il crut bon de rappeler au major ce qu'il avait vu. « C'était tout comme s'il y en avait eu 50 ou 100 quand il me courait après, » intervint Gus en s'asseyant. « Tu dis qu'il était simplement assis sur une couverture ?» demanda Bigfoot. « Oui, juste assis là. Il était sur une petite colline. Je dirais juste une dune de sable, en fait. »« Mais il attendait peut-être Gomez, » dit Bigfoot. « Ça expliquerait mon rêve. »« Non, c'est insensé, » dit Shadrach. « Si plusieurs centaines de ces guerriers étaient en route, ils n'auraient pas besoin d'attendre un Apache. »« J'ai déjà fait des rêves prémonitoires, » insista Bigfoot.
Je pense qu'il attendait Gomez. Je parie qu'il compte prendre Chihuahua ensemble et se partager les prisonniers. Mon Dieu, s'il en vient des centaines, ils vont nous traquer et nous tailler en pièces, dit Long Bill. Il couvait un sentiment de mécontentement certain. Après tout, il avait quitté San Antonio dans le but de déblayer une bonne route vers l'ouest, pas pour se faire tailler en pièces par des Comanches. « Ils n'auraient pas besoin d'être plusieurs centaines pour nous avoir, » le corrigea Bigfoot. 25, ce serait largement suffisant. 10 ou 15, ça ferait sans doute l'affaire même. En voilà un commentaire inutile, dit Bob Bascom, vexé par la piètre estime de leur combativité. Je pense qu'on est capable d'en affronter 15. Non, à moins que la foudre n'en abatte la moitié, contra Bigfoot. Je vous regardais vous entraîner au tir hier, vous autres les bleus. La moitié d'entre vous serait incapable de se tirer dans le pied, même avec le canon posé dessus. Shadrach discuta encore un moment avec la vieille femme. Quand il eut fini, elle se remit à pleurer et à gémir. Le son était si agaçant que Cole eut envie de se fourrer du coton dans les oreilles, sauf qu'il n'avait pas de coton à portée de main. « Elle n'est pas du tout au courant pour Gomez, » dit Shadrach. « Je pense que tu t'es gauré avec ton foutu rêve. »« C'est ce qu'on verra, » dit Bigfoot. Il n'insista pas avec Shadrach, le genre d'homme à n'écouter aucune autre opinion que la sienne. Gus Macrae se leva. Il voulait tester sa jambe, au cas où il serait contraint de courir à nouveau. Il marcha lentement, ramassa sa carabine. Sa hanche ne le faisait pas trop souffrir, mais il se sentait barbouillé. Quand la lance l'avait embroché, il l'avait vu davantage qu'il ne l'avait senti. Il avait même pu en soulever le manche en courant pour qu'il ne traîne pas par terre. Et à présent, même entouré des Rangers, la peur qu'il avait éprouvée ne le quittait pas. Il avait une terrible envie de se cacher. Gus n'aurait jamais imaginé qu'il fuirait un jour devant un homme, et pourtant, il avait l'impression qu'il aurait dû courir encore. Il fallait qu'il s'éloigne davantage de Buffalo Hump, aussi vite que possible. Mais il ne savait pas dans quelle direction courir. Mathilda trouvait que le grand gars du Tennessee avait le teint verdâtre. Si elle se montrait brutale quand Gus l'importunait, le garçon lui plaisait cependant, et elle avait grimacé quand on lui avait arraché la lance. C'était un type gai, effronté, pas franchement mauvais. Une ou deux fois, elle lui avait même fait crédit. Il paraissait en avoir besoin, et 1 minute au moins suffisait généralement à son affaire. Elle pouvait bien consacrer 1 minute à un gamin effronté et beau parleur de temps à autre. « Assieds-toi donc, Gussie, » dit-elle. « Faut pas que tu fasses encore trop d'efforts. »« Laissons-le faire de l'exercice, ça évitera que sa jambe s'ankylose, » dit le major. « Heureusement que sa blessure a bien saigné. »« Oui, heureusement, » dit Sam. « Sinon, il sera en train de mourir. »« Trempe la pointe de leur lance dans de la merde de chien, » les informa Bigfoot. « Vaut mieux pas avoir trop de merde dans le corps si on peut l'éviter. Vaut mieux l'évacuer en saignant. »« Assieds-toi, Gussie, » répéta Mathilda. « Assieds-toi à côté de moi, à moins que je te plaise plus. » Gus boitilla jusqu'à Mathilda et prit place près d'elle. Il était un peu étonné qu'elle se montre si engageante. Pas qu'elle ne lui plaisait plus, c'était justement qu'elle lui plaisait trop. L'espace d'un instant, il fut pris de l'envie irrésistible de se jeter sur ses genoux et de sangloter. Bien sûr, un tel acte signerait sa perte aux yeux des Rangers endurcis. Plutôt que de pleurer, il se serra contre les rondeurs rassurantes de Mathilda, aussi près qu'il le put sans s'asseoir sur ses genoux. Il octa 1 ou 2 fois, parvint à se maîtriser et à contenir un sanglot. Il vit le vieux Shadrach monter en selle et s'éloigner dans l'obscurité. Shadrach ne prononça pas le moindre mot. Personne n'essaya de le retenir, ni de lui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.